Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette table ronde des rencontres de Cannes, intitulée Tous journalistes, et déjà on sent qu'en filigrane, il y a tous, mais pas n'importe qui, et pas pour faire n'importe quoi. Mais on va le détailler avec nos invités. Je vais vous les présenter dans un instant. Je voudrais juste essayer de cadrer d'un propos liminaire très bref un peu ce débat. Quand les NTIC, comme on disait dans un temps déjà paléolithique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont arrivées, avec en phalange, en figure de proue, Internet, on a tout de suite compris qu'au moins il s'agissait d'un nouveau tuyau, un outil pour que les médias classiques s'engouffrent, et après avoir eu le papier, les ondes hertziennes, les ondes électroniques, eh bien ils allaient profiter de ce nouveau tuyau. Ensuite on s'est rendu compte, notamment Internet, que ça allait être un média à part entière, avec ses exigences techniques, ses exigences éditoriales. Et puis après a commencé l'ère de la grande panique et des fausses idées, avec l'impression que ce média allait être une sorte d'hypermédia ou de média ultime qui allait dévorer tous les autres un peu comme un trou noir dans la galaxie, c'est-à-dire que bientôt il n'y aurait plus d'écrit, plus de papier parce que l'électronique aurait tout dévoré, et que juste derrière, bien entendu, la radio et la télévision seraient dévorées par Internet. On s'est rendu compte aussi, autre panique, autre fausse idée, du moins en partie, qu'avec son côté interactif, un média qui ne fonctionne pas seulement du haut vers le bas, mais également du bas vers le haut, Internet allait permettre de créer de l'information, de créer de la réaction à l'information, d'être une sorte de lessiveuse au débat sur l'information, et d'entraîner la création d'une nouvelle race de journalistes, tous citoyens pouvant être non plus seulement un acteur et un témoin de l'information, mais un vecteur de l'information, c'est-à-dire un journalisme. Il y a du vrai, il y a du faux dans ces idées-là, et on est dans cette période très nébuleuse où on ne sait pas du vrai et du faux, ce qui est d'un côté, ce qui est de l'autre, et on ne sait pas surtout ce qui est important dans tout cela. On voit bien que l'écrit n'a pas disparu, plus 20% pour les ventes en kiosque des grands news sur l'année 2007, il y a donc bien encore un petit rôle pour l'écrit. On voit bien comment les médias électroniques classiques restent très puissants. Qui regarde la télévision uniquement sur Internet? Ça demeure pour l'instant une minorité, mais on voit bien qu'au moins les questions se posent, d'où l'intérêt de cette table ronde. Je vais vous en présenter immédiatement les intervenants, en commençant non pas par les dames. Elisabeth me pardonnera, je sais qu'elle n'est pas d'un féminisme de bas étage. C'est les féministes qui sont contre la galanterie. Moi, je suis pour. Alors nous la rétablirons en fin de tribune. Je vais commencer par ma droite qui est votre gauche, donc au moins il n'y a pas d'a priori politique de ce côté-là. Jacques Gantier, le régional de l'étape, comme on dit dans la course cycliste, et on aime la course cycliste dans cette région, mais surtout comme éditorialiste de Nice Matin, et puis pour ses diverses activités intellectuelles. En plus d'être éditorialiste, il s'occupe de la page livre. Donc là, nous sommes dans Gutenberg, nous sommes dans l'écrit. Il s'occupe également des grandes interviews. Et qu'est-ce que le plus fondamental du métier, si ce n'est de poser des questions, d'enregistrer des réponses et de les retranscrire, forcément en résumant parfois les pensées, en essayant de ne pas les réduire. Et puis il y a deux spécificités dans la biographie de Jacques que je lui ai demandé avant de prendre la parole et qui m'ont semblé assez amusantes et signifiantes à signaler. D'abord, il était dans une école de journalistes. Tiens, il y a des écoles, il faut des écoles. Ah bon, c'est peut-être un métier, qui est une école fameuse de CFJ, entre 1968 et 1970. Des années qui, par leurs activités politiques et sociales, ont mérité sans doute, et ont provoqué d'ailleurs à l'époque, une révolution du journalisme. Et puis, je lui ai demandé s'il avait, lui, des activités Internet, et il m'a dit, j'ai failli. J'ai failli créer un blog autour d'une autre de ses passions, la gastronomie. Il aurait appelé ça la lettre du goût et le goût des lettres. Et puis finalement, parce que ça lui semblait nécessiter trop de travail, il s'est dit, je le ferai plus tard. Ah bon ? Il faut du travail pour faire du journalisme sur Internet. Ah, donc peut-être que s'il y a du travail, c'est un métier aussi. Donc il m'a semblé être au cœur de cette problématique. À ses côtés, Bertrand Legendre, qui est éditorialiste au Monde et qui est également enseignant dans une université parisienne, Paris 2, où il enseigne en master de journalisme. Ah donc, il y a des profs, il y a des écoles, donc c'est peut-être un métier. Il nous dira ce qu'il en pense. Et puis il s'est occupé, au sein de la rédaction du Monde, des rédactions du Monde, des liens entre la rédaction papier du Monde imprimé et du Monde.fr pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, nous sommes avec un journal Le Monde qui, à sa tête, dans une organisation toujours compliquée, comme on l'aime dans la presse en général et au Monde en particulier, avec Bruno Patinaud, l'homme qui a écrit La presse sans Gutenberg, l'homme qui a été à la tête du Monde.fr, eh bien, il est maintenant à la tête un peu de tout l'ensemble, et il est donc dans cette aventure. C'est aussi un signe de l'époque. Elisabeth, j'en viens à Elisabeth, que tout le monde connaît et entend.
Marianne, Le Point, du côté de Gutenberg. Arrêt sur image. Alors, arrêt sur image, on était à la télévision, on est sur Internet, on est dans les médias, mais les médias qui parlent des médias, la critique des médias, on est dans l'entre-deux-mondes. Et puis, Elisabeth, c'est désormais causeur.fr, causeur au singulier. Alors, elle me dit non, c'est pas un blog, non, c'est pas un forum, c'est non, pas un c'est blog. pas un chat. Alors, C'est un salon. C'est un salon. C'est un salon, vous la trouverez à la rubrique Madame est servie, il y a aussi une rubrique Discutarium. Je sens qu'il va y en avoir tous les jours beaucoup d'autres des rubriques. Et c'est intéressant de voir comment elle est à la pointe avancée de cette grande mutation de nos métiers, de cette grande mutation critique. Elle reste heureusement pour nous du côté de l'écrit, avec des ouvrages, un qui est paru au début de cette année 2007, Le Premier Pouvoir, et un qui va paraître au début de l'année 2008, écrit avec son complice Philippe Cohen. Notre métier a mal tourné, c'est chez Mille et une nuits, et notre métier, apparemment, c'est le mien, c'est le nôtre, c'est le métier de journaliste. Il a mal tourné, mais il tourne, donc c'est déjà bien. Elle nous dira ça. Et pourtant, il tourne. Je termine par le dernier arrivé, qui est le plus poète en fait d'entre nous, David Abiker. Je ne sais pas si vous faites comme moi partie des chanceux qui ont lu ces deux ouvrages, Le Musée de l'homme, tiens on retrouve le féminisme, et Le Mur des lamentations. Mais je trouve que David a un regard de chroniqueur de notre monde où il y a de la poésie, de l'humour, cette forme d'humour tellement rare à notre époque, et ajouterait Elisabeth encore plus rare chez les hommes, qui est l'autodérision. Je vous encourage à lire ces deux ouvrages parce qu'ils vous réconcilient avec la vie. Mais David est également présent au titre de son activité radio-internautique, puisque sur France Info, il tient tous les jours une chronique, une revue de presse d'Internet, mais pas une revue de presse technologique, une revue de presse sur les contenus d'Internet, en quoi Internet apporte plus d'infos plus vite, à plus de monde, avec plus d'interactivité, et puis comment Internet aussi change les comportements des acteurs de l'information et des consommateurs de l'information. Voilà pour cette présentation. On va commencer d'emblée par un premier tour de table. Il y en aura peut-être un deuxième après, puis je laisserai les différents participants s'entre-déchirer dans le respect de la civilité minimum. Et puis nous garderons du temps, nous avons 1h30 devant nous, pour répondre à vos questions en espérant qu'elles soient le plus agressives possible. Tous journalistes, c'est la question. Tous journalistes. Est-ce simplement la fin d'une corporation qu'on est en train de célébrer? Pourquoi pas? Les cochers ont bien à peu près tous disparu à partir du moment où les gens ont passé le permis de conduire. Est-ce que c'est la fin d'un métier? C'est-à-dire que ça ne demande plus de formation. Pour conduire, il y a un permis, il y a des auto-écoles. Est-ce que c'est la fin, derrière la fin des journalistes, de l'information classique au sens les émetteurs et les récepteurs d'une information? On va essayer, sans conclure bien entendu, d'avancer dans ce sujet en essayant de dépasser le stade actuel, mais c'est un peu normal quand les professions sont en crise, des médias qui parlent aux médias, des médias qui parlent des médias. Et là, on compte bien entendu sur vos interventions dans la deuxième partie du débat. Je vais commencer par donner la parole à Bertrand, parce que Bertrand, de par les fonctions que j'ai citées tout à l'heure, était peut-être le mieux à même d'entre nous de dresser une sorte d'état des lieux. Ce citizen journalisme, comme on dit, ce journalisme partagé par tous, qu'est-ce que ça donne concrètement sur la toile quand on va se connecter? Bertrand. Voilà, et donc le journalisme citoyen, comme vient de dire Christophe Barbier, on l'appelle aussi le journalisme participatif, voire le journalisme amateur. Qu'est-ce que ça donne effectivement sur la toile? Au degré zéro de ce journalisme-là, ce sont d'abord des blogs très nombreux, la participation d'internautes à des chats, à des forums. Certains même commencent à poster en très grand nombre des vidéos sur les sites de partage des informations, des images qu'ils ont fabriquées, récoltées, ou au moment où ils assistaient à des événements qu'ils ont enregistrés pour les mettre à la disposition de tout le monde, peut-être plus vite que ne le feraient des télévisions traditionnelles. Ces sites de partage, vous les connaissez, ce sont l'américain YouTube et le français Dailymotion. Alors, par ailleurs, a commencé à se constituer au début des années 2000 des vrais sites qui avaient pour ambition de devenir des vrais sites citoyens. Le premier, le pionnier, s'appelle Oh My News, c'est un Sud-Coréen, il a été créé en 2000. Toujours pour fixer les idées, il y a 60 000 contributeurs dans le monde, certains en langue coréenne, d'autres en langue anglaise. C'est 150 à 200 contributeurs par jour. Ce sont 65 journalistes
professionnel en quelque sorte qui trie les informations dont ce site est bombardé, à la fois pour vérifier qu'elles peuvent être mises en ligne, qu'elles correspondent à la législation sur la diffamation, sur le racisme, sur la pornographie, mais aussi qui font en sorte que ces nouvelles soient de qualité. C'est 700 000 visiteurs quotidiens. Une leçon qu'on peut en tirer, c'est que malgré ce succès spectaculaire, ce caractère pionnier de Oh My News, ils sont aujourd'hui à peine à l'équilibre financier. Alors, le deuxième site dont on peut parler, il y en a trois, je ne vais pas parler de tous, c'est le français Agoravox, qui a été créé en 2005 par Carlo Revelli et dont l'inspirateur, sinon le gourou, est Joël de Ronet, que vous connaissez. Ce sont 20 000 contributeurs, rédacteurs, je ne sais pas trop comment les appeler, c'est l'ambiguïté de cette fonction, tous bénévoles. Ce site-là non plus n'est toujours pas rentable. Et puis le tout dernier, c'est le Poste, c'est un site participatif qui a été créé par le journal Le Monde dans la mouvance du Monde.fr, mais dont nous prenons garde à faire en sorte que s'il soit très distinct à la fois du Monde papier et bien entendu du Monde.fr. Il a été créé en octobre. Il emploie actuellement 5 journalistes à plein temps qui produisent de l'information en ligne, mais qui aussi mettent en ligne l'information qu'il leur est envoyée de toutes parts. Comme je vous l'ai dit, ce site a été lancé en octobre. On a donc des chiffres que sur un mois plein. Celui de novembre, c'est 530 000 visiteurs uniques devant Agoravox et devant un site qui n'est pas un site participatif, mais qui est connu aujourd'hui parce qu'il a été lancé par des journalistes de Libération, devant rue 89. Pourquoi l'avoir gardé séparé du Monde.fr et du Monde papier? Pourquoi cet hermétisme? Par méfiance pour ce qui pourrait être posté, méfiance presque juridique? Non, je pense que dans ce domaine d'Internet et des médias en général, il n'y a plus que des stratégies de niche et donc il ne faut pas parasiter des marques très connues sur lesquelles les gens viennent s'informer par autre chose qui serait un autre message et une autre façon de concevoir de l'information, peut-être de la traiter et par conséquent de la commenter aussi. Voilà, c'est ça le point principal. Alors, voilà ce petit panorama que j'ai fait de la situation présente. En 2 mots, quelles leçons on peut en tirer? Quelles leçons j'en tire moi? C'est que le journalisme participatif ou le journalisme citoyen est une tendance très, très lourde de l'évolution des médias. Je ne vous apprends rien. Mais à l'observer de très près, il n'est souvent que commentaires. Il y a très peu d'informations très nouvelles. Quelquefois, des commentaires sont originaux. Mais disons, à 80%, c'est une mise en ligne, c'est un commentaire, c'est même quelquefois de la glose sur de l'information à 80% de l'information qu'on trouve ailleurs. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut négliger le phénomène, mais ça crée un bruit continuel qui oblige déjà les journalistes de métier à se concentrer, me semble-t-il, sur l'essentiel, ce qui fait la spécificité de leur métier, c'est-à-dire l'investigation, le reportage et la mise en perspective. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, on a défini en quelque sorte le rôle de chacun. Le problème, c'est que cette plus-value journalistique a un coût à l'heure justement où les grands médias ont tendance à rogner sur leur budget recueil de l'info, les effectifs, les frais de reportage et d'enquête. Et donc, pour terminer, j'aurais tendance à dire que cette contradiction est redoutable, c'est-à-dire pour exister comme des médias qui doivent occuper toute leur place dans le champ public, dans le champ médiatique, dans le champ citoyen, les journalistes sont pris aujourd'hui dans un phénomène de ciseaux qui fait que là où il faudrait investir davantage sur le recueil de l'information, l'économie globale de la presse, son business model en tout cas des grands médias généralistes, les conduit plutôt à faire des économies, y compris des économies sur la rédaction. Merci beaucoup Bertrand. Je vais passer la parole pour prolonger cet état des lieux à Jacques, qui s'interrogeait tout à l'heure quand on préparait sur la perspective de ce journalisme élargi à tous. Est-ce que c'est une chance pour les jeunes qui, compte tenu des difficultés économiques qu'évoquait Bertrand, ont du mal à rentrer dans la profession classique? Donc est-ce que les nouvelles technologies sont la nouvelle grande porte d'entrée royale pour ceux qui, à 18-20 ans, veulent être journalistes? Et on en a vu dans les couloirs là tout à l'heure beaucoup qui sont dans les écoles ou aux portes des écoles.
Absolument. On avait commencé justement à évoquer cette perspective du point de vue des jeunes, parce que finalement, notre avis, par exemple, moi je suis un journaliste avancé dans un vieux média. Le vieux média, c'est le papier, on y est tous encore. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui, si j'étais jeune journaliste, eh bien, je serais certainement un passionné de ces nouvelles technologies, de ces perspectives, et je serais dans la plus grande inquiétude, avec le recul déjà qu'on a, puisque les premiers sites existent aux États-Unis à peu près depuis une dizaine d'années, pas plus, donc c'est un recul très, très, très faible. Et je me dis, bon, est-ce que ces jeunes auront la chance qu'on a eue, nous, dans une période, par exemple, moi je suis un enfant de 68, vous savez, 68, maintenant c'est ce qu'on jette. On jette 68, on n'en veut plus, c'est une vieille histoire, c'est de la préhistoire. Donc, il faut avancer, il faut être vraiment dans la modernité absolue, dans la technologie absolue. Il y a le jeune d'aujourd'hui, il ne connaît pas 68 peut-être, mais il pourrait quand même s'y intéresser et dire, est-ce que j'aurai la chance, non pas dans l'insouciance de ces années-là, mais vraiment dans l'inquiétude des années d'aujourd'hui, d'être ou bien un OS du web, parce que finalement la question centrale c'est de dire est-ce que je pourrais mener une aventure individuelle ou une aventure collective? Est-ce que je serai le journaliste qui va être sur son blog seul, si vous voulez, à maîtriser l'information, ou est-ce que je vais pouvoir, sur le net, mener des aventures comme par exemple on les voit émerger, comme Rue 89, ou justement, puisqu'on était dans Le Monde, Edoui Plenin qui doit lancer une aventure également, une aventure collective, est-ce qu'il y aura rentabilité? Est-ce que je pourrais être visible? Est-ce que je pourrais être écouté? Est-ce que je serai contesté? Oui, puisque nous sommes déjà contestés. Moi, depuis que je fais ce métier, je suis habitué à entendre dire que les journalistes, évidemment, ils n'ont pas d'objectivité. Mais non, ils n'ont pas d'objectivité, tant mieux, ils ont une subjectivité. Mais aujourd'hui, c'est évidemment, la chambre d'écho est beaucoup plus importante. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons connu et ce que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que la difficulté des jeunes d'aujourd'hui sera de trouver leur position comme ça, dans cette économie mondialisée, dans une technologie qui n'a rien à voir avec ce que nous avons connu et que nous connaissons déjà aujourd'hui, puisque les changements sont quasiment à vue d'œil. Donc, voilà, je serai ce jeune-là qui se passionnerait pour ce métier, parce que c'est un métier, le mot a été prononcé, ça reste un métier. Je pense qu'on reviendra là-dessus, parce que je ne veux pas être trop long en introduction. Moi, je suis contre le covoiturage, le journalisme citoyen, etc. Moi, je suis un citoyen, nous sommes tous des citoyens, mais je suis un journaliste dans cette citoyenneté. Le covoiturage, vous savez, c'est quand il y a des grèves, quand il y a des problèmes, on aide le copain et on se véhicule comme ça, mais ce n'est pas, je crois, une solution de long terme. Donc, voilà, le jeune qui se retrouve dans ce contexte-là, c'est à la fois fabuleux et c'est très inquiétant. Merci Jacques. On voit bien qu'on va vers cette interrogation. Est-ce que c'est un média à la rescousse des anciens médias? Est-ce que c'est un média qui va être à la place des anciens médias? Ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui va ruiner les anciens médias et inventer totalement autre chose? Je passe la parole à Elisabeth, parce qu'elle voulait venir rapidement et brutalement sur cette distinction entre le métier et ce qui n'en est pas un, et dans le métier de journaliste, entre ce qui fait l'objet évidemment de tâches à haute valeur ajoutée et de ce qui fait l'objet, mais c'est parfois nécessaire aussi pour alimenter ceux qui achètent un journal ou qui payent une redevance télévisée, en information. Elisabeth. Oui, moi j'ai envie de répondre à la question est-ce qu'on peut tous être journaliste? Oui, si le journalisme c'est ce qu'on voit actuellement, oui. C'est un peu brutal. C'est-à-dire que si ça consiste à aller tendre le micro à des gens sur un quai de gare en leur disant « Alors, vous êtes content qu'il y ait des grèves ?» ou plutôt « Alors, vous êtes content que les grèves aient arrêté ?» On attend d'ailleurs qu'un usager qui ne serait plus en colère, mais un usager de nouveau content dise « Ah ben oui, je suis bien content que ce soit fini. » Pardon, non. Et qui dise « Ah ben non, je suis pas content, j'aimais mieux quand je mettais 5 heures pour aller à mon boulot. » Si vous voulez. Et je pense que, en fait, c'est cette idée, si vous voulez, que le journalisme consisterait simplement, si vous voulez, à tendre un miroir au monde, un miroir totalement transparent, neutre, disons, pas transparent, et à le refléter exactement tel qu'il est, sans y mettre du tout de subjectivité. Jacques a parlé de subjectivité, et je voudrais aller dans ce sens-là. Je crois qu'il y a une des choses qui est en train de tuer le journalisme, c'est l'idéologie que j'appellerais de l'objectivité, ou l'idéologie d'une information qui serait brute. Pourquoi? Parce que moi je crois que le journalisme c'est un métier intellectuel. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être un gros mot de le dire, et que quand j'entends, moi j'ai entendu un jour, j'avais le patron de France Inter
dans l'émission que je faisais à France Culture sur les médias. Il a dit cette phrase extraordinaire. Il a dit « Ouh là là, mais dans notre métier, on n'a pas le temps de réfléchir ». Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur la jeunesse de la chose. Je crois que la télévision, la radio, l'idée de l'instantanéité, l'idée qu'il faut aller très très vite, être le premier sur le coup, je veux dire, font que de plus en plus dans ce métier, un, on ne prend pas le temps de réfléchir, et deux, si vous voulez, qu'en gros on dit oulala, l'idéologie c'est un gros mot, c'est pas bien d'avoir une idéologie, mais on a tous une vision du monde. Et qu'un journaliste prétende ne pas en avoir, ça veut dire qu'il est en train de vous fourguer sa vision du monde comme une vérité. Et je crois que cette idée, si vous voulez, ah le commentaire c'est pas bien et l'information c'est bien, ça fait partie de ce qui tue le journalisme. Donc oui, moi je crois évidemment, enfin, je ne crois pas que tout le monde puisse ou que tout le monde devrait être journaliste. D'ailleurs, en plus, je suis pas sûre que tout le monde aimerait ça, à vrai dire, mais à condition d'accepter, si vous voulez, que le journalisme, ça consiste à rendre le monde intelligible, et rendre le monde intelligible, c'est y apporter, oui, son propre regard. Ça ne veut pas dire se moquer des faits, ça ne veut pas dire raconter des âneries. Je veux dire, il faut arrêter, si vous voulez, de séparer, de croire qu'il y a d'un côté les bons journalistes qui seraient des adeptes des petits faits vrais, comme disait Edoui Plenel, qui en connaissait un rayon sur la question, et d'un autre côté les mauvais journalistes qui seraient des idéologues, des gens affreux qui auraient des points de vue. Eh bien, je crois qu'être journaliste, c'est avoir un point de vue sur le monde, oui. Je suis désolée. Merci Elisabeth. On voit bien déjà la distinction non seulement dans le métier entre deux aspects, parce qu'ils font partie de tous les deux de l'information. C'est rendre le monde intelligible, certes, mais d'abord, pour le rendre intelligible, il faut le rendre accessible. Donc il faut d'abord des journalistes pour dire il y a une grève, il y a un train sur 4. Il faut donner cette information basique, la donner le plus vite possible avant que quelqu'un sorte de chez soi et se dise ah, je vais à la gare, au RER, ou je prends ma voiture. Et puis derrière... Il y a besoin de journalistes pour ça, alors voilà. Alors ça, c'est une partie de ce continent journalistique qui peut sombrer dans la mer d'Internet et dans l'océan donc des nouvelles technologies. Et puis il y a l'autre aspect, pourquoi il y a une grève, jusqu'à quand il y a une grève, que signifie cette grève, qui est donc l'intelligibilité donnée à l'événement. Mais on voit bien comment entre un témoignage, mon train n'est pas là, et un reportage, le train n'est pas là parce qu'une grève a été décidée hier par tel syndicat. Il y a déjà une petite distinction. Pourtant, on est simplement dans le fait, le petit fait ou le fait brut. Et puis derrière, il y a une distinction entre la chose rendue intelligible parce que j'ai une opinion. Oh, les trains sont pas là et c'est scandaleux. Moi, je vais au bureau et j'ai besoin de mon train et je suis pas content. Ah, je sens qu'il y a un téléphone portable qui est venu perturber notre discussion. Et puis l'éditorial, qui n'est pas de l'opinion, qui est une opinion frottée à d'autres argumentations et donc construite, sculptée et qui donne une chronique ou un éditorial dans un journal. Deux mots plus exactement. Je pense que Pierre-Henri Tavoyot a parlé de médiation. Et je pense que on a tendance à renoncer à cette idée de la médiation, c'est-à-dire qui suppose effectivement une reconstruction de la réalité pour la médiatisation, émetteur-récepteur. Et si on n'est que des médiatiseurs, effectivement, plus personne n'a besoin de journalistes. Et les nouvelles technologies, c'est émetteur-récepteur comme avant, mais voilà que le récepteur peut répondre à l'émetteur, phénomène des blogs, et voilà qu'entre les deux, eh bien, l'interactivité vient tout troubler. Troubler comme ce téléphone portable. D'ailleurs, c'est ça aussi. Peut-être que quelqu'un a reçu un texto annonçant que les grèves repartaient. C'est une information qui est venue perturber notre débat. Je passe la parole à David, qui est un peu au carrefour de tout ce qu'on a évoqué avec les trois premiers intervenants. Alors, je vais lui demander de repartir un peu de ce que Bertrand avait évoqué, c'est-à-dire de cet état des lieux. Bertrand nous a donné un peu les grands sites d'information, les nouvelles formules d'information qu'Internet a apportées avec cette notion de tous journalistes. Comment, lui, le vit-il en étant médiateur, étrange médiateur, entre ces nouveaux journalistes des nouveaux médias et le média ancien, maintenant, qui est une radio, avec ses auditeurs le matin, qui écoutent sa revue de presse. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être de réagir à ce qu'Elisabeth a soulevé. Où est le métier dans tout ça, David ? Bon, alors sur le journalisme citoyen, moi je suis assez d'accord avec mes camarades. Je trouve que c'est une ânerie. On est tous citoyens pour peu qu'on n'ait pas fait de grosses bêtises. Et les journalistes aussi. Et je trouve que le journalisme citoyen, il y a une espèce d'angélisme dans cette expression qui est un peu ridicule. Sous prétexte que ce serait la base, ce serait merveilleux et ce serait ravissant et ce serait extraordinaire. Je crois que c'est une connerie monumentale. Alors, ensuite, sur la matière que peut proposer Internet pour quelqu'un qui fait une revue de presse à la radio, je crois qu'il y a plusieurs choses à regarder. La première, c'est qu'il y a une immense vibration dans un endroit qui s'appelle Internet et que cette vibration, elle raconte des choses sur la société d'aujourd'hui. Elle raconte des choses sur la façon dont vivent les ados. Elle raconte des choses sur la façon dont les gens s'informent. 3 points de suspension, mal. Elle raconte des choses sur la façon dont les gens ont envie de prendre la parole et le micro.
Et donc on peut rattacher ce phénomène à ce que TF1 a très bien capté l'année dernière en faisant j'ai une question à vous poser et en faisant les 100 Français du panel, je ne sais plus, enfin bon, en donnant la parole comme ça à la base et en croyant que finalement les questions du riverain feraient office de journalisme. Mais il faut regarder ce phénomène-là parce que les gens ont envie de participer et de donner leur avis, même si c'est un avis de conversation de comptoir parfois. Il y a l'aspect technologique, c'est que quand il arrive quelque chose, parfois quelqu'un avec son téléphone portable ou sa webcam ou son caméscope a saisi un instant qui peut avoir valeur de témoignage, d'information, de faits bruts. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il y a de plus en plus de journalistes qui sont des professionnels et qui vont sur Internet. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On a Philippe Cohen qui est certainement dans la salle et qui s'est lancé dans l'aventure d'Internet avec des vrais journalistes et qui a créé Marianne2.fr. Vous avez rue89.com avec les anciens de l'IB qui sont allés inventer autre chose sur la toile. Vous avez le canard enchaîné du net qui a fait parler cette semaine de lui en annonçant avec pas mal d'avance, pour moi 2 heures c'est beaucoup, Elisabeth, la visite de Jacques Chirac au pôle financier pour évoquer de vieilles affaires. Vous avez Daniel Schneiderman qui est allé refaire autrement arrêt sur image sur Internet et vous avez, vous l'avez dit, Edoui Plenel qui aux alentours de Noël va arriver avec une livraison un peu inédite et sans doute payante. Tout ça constitue une matière pour faire une revue de presse d'Internet qui ne soit pas une revue sur les qualités objectives de l'iPhone ou sur tel site qui permet d'acheter du vin par correspondance. Et donc à France Info, Patrick Roger a eu cette intuition qu'on pourrait 3 fois par jour, 3-4 fois par jour, aller sonder les profondeurs d'Internet, un peu comme on va sonder, je sais pas, un glacier, et aller voir ce qui se joue dans ces nappes phréatiques, dans ces sous-sols, dans ces souterrains, et d'essayer de faire remonter des choses. Alors, moi, j'y croyais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter demain matin? On était la veille du 1er septembre. Et il s'avère qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire parce qu'il y a une coloration, il y a un goût, il y a un décalage sur Internet qui peut nourrir une rubrique comme la mienne sur France Info, mais d'autres rubriques dans d'autres médias. Pourquoi? Parce que je crois que sur Internet, pour l'instant, on n'a pas de souci du positionnement et on n'a pas nécessairement de soucis économiques, même si on a des soucis économiques. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'emporte pas tout. Et donc, dans cette grande bassine du n'importe quoi et de ce qu'on ne sait pas choisir, dans cette immense dans cette immense mer, eh bien, il y a des choses qui se passent. Vous avez des sites d'information professionnels qui traitent d'autres sujets. Vous avez des gens qui font des coups et qui les font mieux qu'ailleurs ou qui ont des intuitions, des fulgurances. Vous avez des anonymes qui de temps en temps font un bon mot. Vous avez des gens qui filment des choses qu'on ne va pas retrouver à la télé. Vous avez des gens qui montent des canulars qui sont amusants. Vous avez sur Facebook des jeunes gens qui font des choses très politiquement incorrectes. Et tout ça peut nourrir une rubrique. Alors je ne dirais pas que tout ça est du journalisme. Je ne dirais pas que tout ça est l'avenir. Je ne suis pas un ravi de ça. Mais je crois qu'il y a des choses intéressantes et que on serait bien avisé de commencer à être, nous, des experts, en tant que consommateurs d'informations, ou en tout cas utilisateurs d'informations, des experts de cette toile pour savoir dans quel rayon, dans quels endroits, dans quel recoin on va trouver le bon site. Alors on me disait, mais c'est le bordel, y a tout et n'importe quoi. Je trouve qu'on ne dit pas du tout la même chose quand il s'agit d'aller à Carrefour ou ailleurs pour choisir du vin. Le rayon vin et spiritueux des grandes surfaces est immense. Il y a à la fois de la piquette, de la villageoise et des grands crus. Et on ne se dit pas, ah mon Dieu, c'est le foutoir, on ne sait pas quoi choisir, il y a danger. Non, on a le goût éduqué et on se dirige vers les rayons et les prix qui nous arrangent. Et je pense que demain, on fera comme avec le vin à Carrefour. On se dirigera vers les sites qui nous semblent les plus professionnels et qui ont fait leurs preuves. Voilà ce que je pense pour l'instant de cela. Merci David. Alors il y a plusieurs choses qui ressortent qui vont nous servir à relancer le débat. J'en note deux au moins. La première, c'est cet aspect argent.
Il citait Edoui Plenel qui prépare quelque chose, peut-être payant. Ah bon? Le monde de la gratuité deviendrait-il payant? On a parlé de la rentabilité avec Oh My News qui, malgré son succès, est à peine à l'équilibre. Faut payer des journalistes si c'est un métier, si c'est des gens qui travaillent. Elisabeth avait des choses à dire. On va aborder ça. On va d'abord venir sur la formation. Si c'est un métier, il faut être formé. Il faut être des écoles. Il faut apprendre quoi? Des techniques, une attitude philosophique. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Et puis un dernier point qu'a soulevé David, sur lequel je voudrais redire un mot, c'est cet aspect, les technologies. Mais on va pas s'étendre parce que je crois que vous en avez déjà parlé. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a une webcam ou un téléphone portable allumé, et ça apporte évidemment, via le net, des informations, des images, des choses saisies que l'on n'avait pas avant. On avait simplement des témoins qui avaient vu, mais on n'avait pas les images. Deux moments m'ont frappé, moi, dans l'histoire récente. Pourquoi les terroristes envoient 2 avions contre le World Trade Center? Alors, la première réponse basique, c'est qu'il y a 2 tours. Ça, évidemment, il vaut mieux 2 avions pour 2 tours. Mais moi, je me suis posé la question un peu plus et je me suis dit, peut-être ont-ils envoyé le premier pour que les caméras arrivent et être sûr que le monde entier allait voir l'image du 2e avion percutant la 2e tour. Et il se trouve que c'est ce qui s'est passé. Sauf que même le premier a été filmé, puisqu'il y avait en bas, dans les rues, les frères Naudet qui tournaient un reportage sur les pompiers de New York et qui ont levé le nez au moment d'une interview et qui ont vu l'avion filer vers la première tour. Ils n'étaient pas là pour ça. Ils l'ont fait quand même. C'est-à-dire que nous en sommes dans un monde où les capteurs d'images, caméras de vidéosurveillance, téléphone portable, webcam, télévision de tous azimuts, sont tellement omniprésentes que pratiquement plus rien n'échappe à la captation par image. Et que maintenant on est presque surpris, méfiant et frustré quand il s'est passé quelque chose sur lequel il n'y a pas d'image. Puis le deuxième événement qui m'avait frappé, c'était les attentats, là encore, mais à Londres, dans le métro, où on a vu à la une de Paris Match une photo prise par une des victimes survivantes qui avait fait une photo de la foule dans la fumée avec son téléphone portable. Que je sache de mémoire, c'est la première fois que je voyais à la une de Paris Match une image faite avec un téléphone portable par quelqu'un qui était à la fois victime, témoin et donc journaliste. Et c'était la une de Match, que devient le métier de photo-reporter professionnel formé. Juste avant que chaque journaliste aille leur demander. Bien entendu. Leur demander est-ce que vous êtes triste. Voilà, bien sûr. Je voudrais rajouter sur l'histoire du World Trade Center. Il s'est ajouté ensuite, sur les deux attentats des tours et ensuite le deuxième attentat, il y avait une contre-information, une désinformation. Il y a eu ensuite tout ce qui s'est retrouvé dans des livres de Thierry Messant sur, ben non, il n'y a pas eu à Washington, je crois, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de... Bon, ça c'était... Alors, les gens se retrouvent avec une information qu'ils ont mise en doute, alors qu'il y avait des images flagrantes et toutes simples. Et ils ont écouté, alors finalement sur Internet, la chambre d'écho est extraordinaire, ils ont écouté finalement des tas de gens nous disaient mais non, vous savez, en fait il n'y a pas eu, c'est la extrêmement propagande. Vicieux parce qu'il y a des images d'avions sur les tours, donc on dit bon, là la collision a eu lieu, mais puisqu'au Pentagone on a toutes les traces, le bâtiment détruit, le trou fait par la carlingue, mais qu'on n'a pas le film de l'événement, là d'un seul coup, alors qui était le bon journaliste quoi. Dans l'histoire évidemment, il y a des tas de journalistes qui ont couvert ça, et de façon extraordinaire, avec justement des journalistes comme les frères Naudet, ou alors qui était le journaliste ou le bon informateur, ce fameux Messant, ben non. Donc tout est mis en défiance, l'image, l'absence d'image, qui l'a fait, le fait d'être journaliste avec une carte de presse donne-t-il plus de crédibilité et donne une sorte de certification, comme ça serait le cas avec un médecin, que c'est de la vraie information, tout est mis complètement en défaut. Quand on voit chaque année, c'est la Croix qui publie ça, la cote de confiance, si j'ose dire, des différents médias, je suis toujours surpris de voir, moi, non seulement la très mauvaise place des journalistes de presse écrite, mais ça nous ramène à ce que disait Elisabeth sur l'environnement idéologique, la pseudo-objectivité, mais de voir aussi que la télé recule et que la radio, média où la personne est invisible mais audible, la radio a toujours une très bonne image de crédibilité. C'est étrange, cette manière de confiance. Précisément, justement, parce que la radio est supposée véhiculer du fait brut. Mais moi, je ne pense pas que le public a toujours raison. Hein. Et voilà. Bertrand, la formation, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui enseigner le journalisme? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre le journalisme? Est-ce que c'est simplement la maîtrise de quelques techniques, le montage numérique, la manipulation d'une bêta-cam, encore que ça devient paléolithique, les bêta-cam maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire être prof dans un master destiné à des étudiants qui veulent faire du journalisme? D'abord, je pense que la caractéristique d'un journaliste ne tient pas à son diplôme. Une grande partie de la profession, on pourrait faire un sondage sur cette table, ne viennent pas d'une école de journalisme. Les écoles de journalisme apprennent des techniques à réfléchir sur le métier de journaliste, mais beaucoup de journalistes, et parmi les plus brillants, sont des autodidactes. En revanche, ce qui est très précieux et ce qui probablement distingue le journalisme citoyen, le journalisme
participatif, le journalisme par intermittence, c'est une bonne culture générale, une manière de réfléchir son époque de la pensée de telle manière que face à la profusion d'informations qui circulent non seulement sur le net mais aussi sur tous les autres médias plus traditionnels, ça ne crée pas cette confusion qui en résulte à peu près nécessairement. Le travail d'un journaliste professionnel, donc formé ou non par une école de journalisme, c'est pouvoir filtrer, hiérarchiser, remettre en perspective, contextualiser, et tout ça, puisque ces médias d'immédiateté nous y poussent, dans un temps très court, ça demande beaucoup de réflexes et par conséquent très probablement un très bon background sur toutes les questions que je viens d'énumérer. Ça n'est pas à la portée de tout le monde. Comme un sportif de haut niveau, ça me demande beaucoup d'entraînement et au fond, s'il fallait distinguer le métier de journaliste très traditionnel, autoproclamé quelquefois, titulaire de la carte des journalistes par intermittence, qui peuvent avoir, je le reconnais, des fulgurances, avoir des choses à dire, quelquefois sur un événement donné ou avec une idée percutante. S'il fallait distinguer le métier de journalisme installé, quelquefois trop installé dans ses habitudes, il faut bien le reconnaître, et là, de ce point de vue-là, je rejoins Elisabeth Delévy. De tous les journalistes que vous êtes peut-être ici ou au-delà de cette salle, c'est probablement ça. Merci beaucoup Bertrand. Elisabeth voulait réagir justement juste un tout petit mot pour dire la formation. Non, mais pour dire que de ce point de vue de la culture générale, je suis désolée, c'est pas très bien peut-être de dire ça, mais moi j'ai pas l'impression que, là c'est évidemment une impression générale, que depuis quelques années on aille tellement en progressant. Il y a énormément de journalistes qui ne lisent pas. Je suis désolée, là, il faut peut-être que les journalistes de presse écrite sont malgré tout obligés de le faire un peu plus, ou que par goût, il le faut un peu plus, j'en sais rien, mais il y a énormément de journalistes à la télévision qui ne lisent jamais un bouquin. Je veux dire, et moi, il se trouve que je travaille beaucoup, une partie de mon activité professionnelle, je fais beaucoup d'entretiens avec des intellectuels. Il faut voir ce qu'ils vous racontent, c'est-à-dire, ils ont affaire des fois à des gens, je veux dire, qui évidemment, ça c'est devenu un classique, mais ce n'est pas simplement une blague. Je veux dire, effectivement, très souvent, ils sont interviewés par des gens qui n'ont même pas eu la politesse de lire leur bouquin. La politesse ou pas le temps, parce que les équipes sont peu nombreuses et on leur laisse pas le temps. Oui, d'accord, mais enfin, c'est un peu embêtant, parce que non seulement, alors, bon, en général, ils ont quand même lu, je pense que quand même, la plupart du temps, quelqu'un qui va interviewer un philosophe sur son dernier bouquin l'a lu. Mais il faudrait avoir lu celui d'avant, il faudrait avoir... Je veux dire, c'est plus du tout... c'est quelque chose qui est vraiment, moi je trouve, en voie de disparition et ça me désole. Est-ce que ce n'est pas inévitable dans un monde où on demande aux journalistes d'être de plus en plus spécialisés parce qu'on veut qu'ils soient... Toujours l'intervention du téléphone portable chaque fois que je prends la parole. Il y a une censure à l'œuvre. On demande aux journalistes d'être très spécialisés pour donner une information d'hypercompétence de niche. Et donc, évidemment, étant spécialisés, ils ne peuvent plus avoir cette culture dite générale. Au moins, quand vous êtes spécialisé, si vous êtes spécialisé, j'en sais rien, moi, sur les États-Unis ou dans l'économie, etc., vous devriez au moins avoir le temps de lire tout ce qui sort dans votre domaine. Or, c'est vraiment pas très souvent le cas. Enfin, je ne sais pas quelle est l'expérience des gens autour de la table. Jacques. Oui, évidemment, vous lâchez un mot qui est le mot clé, qui est le mot instant, l'instantanéité de l'information. Et à la fin des années 50, McLuhan évoquait déjà ça. Il évoquait en 59, je crois, un peu la difficulté du journaliste à maîtriser l'information selon qu'elle était reçue de manière lente ou rapide. Et McLuhan, à ce moment-là, ne savait pas ce qu'était Internet. Bon, maintenant, c'est plus tellement la réception, c'est pas tellement la diffusion, mais c'est justement le contrôle de l'information, la difficulté de maîtriser l'information. Alors, je veux dire, la difficulté, elle ne vient pas déjà d'Internet, puisqu'elle était déjà inscrite au moment de la radio, de la télévision, puisque vous, en quelque sorte, vous dénoncez des journalistes qui ne lisent pas. Ce n'est pas Internet qui les empêche de lire. C'était déjà inscrit. Donc il y a une évolution. Finalement, l'histoire change de façon incroyable, à toute allure. C'est une aventure nouvelle et c'est la même histoire. C'est exactement un chapitre nouveau, à mon avis, mais c'est exactement la même histoire. Qu'est-ce qu'on dit? Soyons dans la culture générale. Quelle sera cette culture générale demain, d'ailleurs? Peut-être qu'on n'aura pas les mêmes critères que nous. Certainement pas. Nous, on va dire, est-ce que vous connaissiez cet auteur? Ce n'est pas très important, finalement. Il y aura une autre culture générale qui va se greffer là-dessus. Et les internautes, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, qui sont les témoins, les acteurs, les co-ceci ou les co-cela, bon, moi, je ne veux pas leur dénier une compétence, mais je trouve qu'il faut toujours se retrouver autour
d'une spécificité, d'une spécialisation d'information, c'est-à-dire d'un journaliste qui maîtrise son affaire. C'était le cas hier et aujourd'hui dans le papier, ce sera encore plus le cas demain. Un truc sur cette idée de la spécificité justement du fait qu'on doit creuser un domaine, etc. Il y a aussi quelque chose qui est arrivé avec Internet. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. On va enquêter sur Internet, on va chercher des informations sur Internet. C'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'on appelle, on a inventé un joli mot, ça s'appelle enrichir l'information, ce qui consiste globalement à aller piller des sites ou à les piller ailleurs, je veux dire, et puis à mettre des jolis rubans autour. Mais justement, ça, je crois que ça appauvrit terriblement le métier. Juste un dernier mot, parce que dans l'assistant, il y a des journalistes d'investigation, des journalistes politiques. J'espère bien qu'avec toutes les accélérations que l'on veut d'Internet, il y aura demain des gens dans ce métier qui vont nous montrer comment on fait une enquête, comment on investigue, comment on fait une interview, comment on se comporte avec les gens, comment on les approche, comment on fait un commentaire. Et ça, je pense que j'espère bien que ça ne serait pas donné à tout le monde. Et Jacques, en mettant l'accent sur la rapidité, l'instantanéité. Et Elisabeth, en pointant ce qu'on appelle la vérification de l'info. J'essayais de le dire dans la petite vidéo. Une information, ce n'est pas ce qu'on voit ou ce qu'on a appris. C'est ce qu'on a appris, recoupé et vérifié. Et là, on est dans une des contradictions du métier. Recoupé et vérifié, qui est aussi analysé, mis en perspective. Alors, stop. D'abord, recoupé et vérifié. Après, on peut la donner comme fait brut rapidement. Parce qu'il s'agit d'être rapide, David nous en dira un mot. Et là, nous sommes en désaccord. Oui. Et puis, bien entendu, dans un deuxième temps, lui donner sa profondeur intellectuelle, c'est-à-dire le sens qu'elle a, le sens qu'elle porte par rapport à une histoire plus ou moins longue. Et que ce soit l'histoire d'un train qui n'est pas arrivé à l'heure ou l'histoire d'une bombe qui a explosé, évidemment que l'analyse intellectuelle n'a pas la même importance, n'a pas la même exigence. D'un côté, la rapidité est fondatrice et quasiment l'impératif unique, puisqu'on donne l'information. De l'autre côté, la rapidité est toujours aussi importante, mais le sens à donner est un peu plus essentiel. Je reviens à mon propos. Puisque tout va vite et qu'on demande aux journalistes, quels qu'ils soient, d'être le plus rapide possible dans la transmission de ce qu'il sait vers ceux qui pourraient l'apprendre par d'autres médias encore plus vite, et puisqu'on a ce problème de vérification, on est dans un hiatus. Moi, je vois ce que j'appelle le syndrome Wikipédia. J'ai souvent ça avec mes jeunes journalistes, mes jeunes stagiaires. Je leur conteste une date, une information. Je leur dis, vous êtes sûr? Ah oui, j'ai vérifié sur Wikipédia ou j'ai vérifié sur Google. Et je me rends compte à quel point ce média-là est devenu un média de référence, non seulement pour s'informer, mais pour vérifier. Parce que c'est le plus rapide uniquement. Plus rapide que d'aller voir une documentaliste, plus rapide que d'appeler des sources qu'on connaît, plus rapide que de multiplier les révisions. C'est pas plus rapide que d'aller sur le site de l'Encyclopédia Britannica, hein. Oui, mais est-on sûr aussi que ce site-là est fiable? Et faitons les deux. Faitons les deux. David, quand tous les matins tu regardes, quand tu recherches, est-ce que tu as parfois l'impression que la rapidité a amené les sites que tu explores à dire des bêtises? Bêtises sans gravité parce que plus ça va vite, moins ça fait mal? Ou bêtises graves que tu passes sous silence? Parce que tu citais tout à l'heure, avant notre propos, l'arrivée de Jacques Chirac au pôle financier, vraie information donnée en avance, très bien. Sur ce site-là, Bakchiche, comme sur d'autres, on pourrait citer beaucoup d'informations qui étaient fausses, qui ont été données très très vite et retirées très très vite, elles étaient fausses. Là aussi, sans gravité, et sans gravité juridique, parce qu'on n'a pas encore eu les grands procès anti-diffamation, anti-calomnie, qui un jour amèneront peut-être Internet à freiner par prudence. Il y a deux choses. Il y a la question de l'urgence, de l'immédiateté, et puis il y a la question de est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on peut faire confiance? Alors, l'état d'esprit dans lequel moi je fais cette revue de presse, c'est déjà que quand, je vais vous donner l'exemple de mercredi, quand je me suis retrouvé à 7 heures face à l'article de Bakchiche Info qui en gros disait que avant la fin du mois de novembre, Jacques Chirac rendrait une visite au pôle financier et que la source, c'était un substitut qui disait que la lettre de convocation était partie, je me suis dit, ça c'est vachement bien, mais est-ce que c'est vrai? Et j'étais embêté, parce que je ne suis pas journaliste depuis très longtemps, il était 7 heures du matin, je ne savais pas qui appelait, et c'était sur Bakchiche Info. Alors, Bakchiche Info avait publié des choses plus ou moins vraies, mais il avait aussi publié des choses vraies. J'avais aussi eu la chance et la possibilité de savoir qui hébergeait Bakchiche Info, qui était dans l'équipe, et donc j'étais plutôt en confiance vis-à-vis de ce site qui s'appelle Bakchiche Info, avec un titre qui ne donne pas nécessairement confiance d'ailleurs.
Mais j'avais quand même rencontré le rédac-chef, je savais par qui ils étaient hébergés, je savais, et là je vous donne un scoop, qu'ils seraient rejoints dans les jours qui viennent par quelqu'un du Canard enchaîné, qu'il y avait un journaliste du Point qui y travaillait, et que se constituait sur ce site et autour de ce site une équipe en voie de professionnalisation. Mais à 7h20, j'avais un peu la trouille. Et donc j'ai appelé un aîné, qui est, j'ai pas son prénom. Les sources, David, les sources. Alors, j'ai appelé un aîné qui était dans la rédaction et qui fait de l'investigation à France Info depuis très longtemps. Je lui dis voilà, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses, comment je fais, machin. Il me dit ah ouais, quand même, ça a l'air précis, etc. Bon, alors je lui dis je le fais pas à 7h20, je le sens pas. Je le sens pas. Alors je sais plus ce que j'ai fait à 7h20 et puis à 8h45. J'avais rédigé mon truc, etc. Et là, je le sentais plus. Et j'ai fait le pari que Bakshi ne disait pas une ânerie et qu'il disait la vérité. Et je balance le truc, je mets un conditionnel. Et puis, 2 heures plus tard, j'ai la satisfaction de voir Reuters et l'AFP expliquer qu'au moment où moi je balançais mon info en disant que peut-être avant la fin du mois de novembre, le dénommé Chirac Jacques pourrait être convoqué au pôle financier, à ce moment-là, les agences de presse expliquaient qu'il y était. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'hésitais à balancer l'info et à l'écrire et à la dire dans le micro, il y était. Alors là, une fois de plus, on se retrouve face au rayon des Bordeaux, chez Carrefour, et on est là, et on hésite, et on se dit, alors est-ce que les mecs, ils ont mis de la sueur dans le vin? Est-ce que c'est fait correctement? Est-ce que non? Est-ce que oui? Et au final, on fait à la fois un pari de connaissance préalable, un pari de professionnalisme de sa part et de la part de celui qui a mis l'info en bouteille au château, et puis d'une habitude aussi, de se dire, le gars qui livre en temps et en heure une info qui n'est pas erronée et qui le fait plusieurs fois, on a tendance à lui faire confiance. Puis quand il en livre des mauvaises plusieurs fois, on a tendance à changer de crèmerie. Voilà pour... On n'a pas expliqué en quoi c'était si important. J'y viens. Que cette information soit livrée 1 heure avant. Elisabeth, j'y viens. Merci. Et j'y viens immédiatement pour commencer à répondre à ta question. Et je n'y viendrai pas dans 2 heures. Je pense que ça fait partie à la fois du plaisir et de l'exigence du métier que de donner l'information avant les autres. Et je me poserai des questions sur la santé mentale et professionnelle d'un journaliste qui aurait l'info et qui attendrait 8 heures après que le voisin l'ait. Je pense que depuis qu'il y a des tambours de ville dans les villages, je pense que depuis que les vendeurs de journaux à la criée existent, l'information est liée à une certaine urgence, à une certaine impatience de transmettre l'information à son prochain. Et toi qui es une femme, tu ne vas pas me démentir, mais quand une femme a envie de répéter une information, elle a envie de le faire vite. Elle appelle ses copines. Alors, c'est pas du tout machiste ce que je te dis, mais c'est un constat. Et il y a une excitation qui est bien humaine. Quand on a une information dont on se dit qu'elle pèse lourd, on a envie d'appuyer sur le détonateur. Mais je te dis pas qu'il faut attendre, je te dis que ça peut tuer. Alors, Elisabeth. Alors attends, je termine. Laisse terminer David. Je suis à Elisabeth. 100% d'accord avec lui, mais tu pourras lui répondre. Alors, je veux dire aussi que je suis dans une radio dont le slogan est depuis la rentrée, France Info, toujours premier sur l'info. C'est déjà une bonne raison de ne pas attendre 2 heures et que les agences de presse s'y mettent pour donner l'info. J'ajoute une deuxième raison qui est un peu plus sérieuse. Il me semble, et autour de la table, non, le long de la table, nous sommes plusieurs à savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'information, il y a plusieurs façons de livrer l'information. Il y a l'information en continu avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a une information papier où on peut trouver des enquêtes et où il y a un peu plus de temps pour instruire. Et puis, il y a des journalistes le long de cette table qui font des livres. Et ces livres sont aussi des informations. Quand un Philippe Cohen sort La face cachée du monde, c'est un livre. Il a mis du temps à rédiger ce livre. Il y a plein d'informations dans le livre qui n'étaient pas dans les journaux avant et qui n'y seront pas après. Dont les bonnes feuilles ont été publiées par l'Express à l'époque. Et le livre correspond à un temps de l'information qui est un temps de recherche, d'investigation et de maturation. Et aujourd'hui, quand on prend le récepteur de l'information, c'est-à-dire quelqu'un qui a entre 15 et puis 90 ans ou 110 ans, les gens panachent de plus en plus. C'est pas juste des mordus d'informations sur Internet qui veulent être nourris comme des poissons rouges dans l'immédiateté. Ils panachent, ils vont se faire plaisir sur Internet, ils vont lire un livre d'Elisabeth Lévy qui a mis 6 mois à écrire son livre, ils vont faire un peu d'informations en continu, ils vont écouter un édito de Christophe Barbier, et puis ils vont panacher la façon dont ils s'informent. Et je pense que
dans cette façon de choisir et de panacher, il y a en partie la réponse à ta question. Évidemment que l'immédiateté n'est pas une panacée et que le diable se niche dans la précipitation. Mais en même temps, le jour où tu enlèves aux journalistes à la fois le plaisir et l'exigence d'être le premier sur l'info, je pense que tu tues le métier. Elisabeth, à toi, mais il est évident que reconnais quand même que pour le résultat du tiercé, c'est de l'immédiateté et uniquement de l'immédiateté. Alors que, évidemment, l'analyse des grèves ou des élections, c'est de l'immédiateté qui, pendant 20 ans, 30 ans, va produire de la réflexion, et même plus avec les historiens. La seule chose que je voulais dire, mais on va passer un peu à un autre sujet, c'est que cette culture du scoop, a produit un certain nombre de problèmes et de dangers, de risques. Et voilà, maintenant, ces arguments m'ont en partie convaincu, et je vais moi aussi vendre mes tomates les premières. D'où l'importance. Réfléchis bien avant de me donner cette information. D'où l'importance d'ailleurs dans ce très vite qui peut être un trop vite, de l'information qui vient après en critique de l'information. Et là, ça rejoint tout ce qu'on disait sur les sites, mais aussi les émissions des médias parlant des médias. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome Timișoara. Bien sûr, il fallait aller vite sur Timișoara, mais heureusement qu'après, on est allé aussi assez vite pour dire ce qui était faux dans tout cela et faire non seulement la critique des manipulateurs, mais la critique des médias qui avaient pu se prêter à cela. Ouais, enfin, là, ce qui se passe souvent, c'est que dans ce genre d'affaires, c'est pas, il y a la vitesse qui joue, mais il y a aussi le fait qu'on voit ce qu'on veut voir. Et par exemple, c'est ce qui s'est passé un peu dans l'affaire Aldoura, où moi je crois pas du tout, c'est l'histoire du petit Mohamed que France 2 a diffusé très très vite après que Charles Anderlin ait reçu le film de son caméraman à Gaza. Et non pas du tout qu'il ait manipulé, lui, simplement, je veux dire, il a voulu aller très très vite, parce que, n'est-ce pas, c'était un truc, c'était un bon coup, la mort d'un enfant. Donc, il l'a monté en laissant, il l'a monté. Je pense pas que c'était pour cela, mais l'événement a frappé la planète. Il l'a monté en laissant entendre d'une façon très rapide, en laissant entendre que l'armée israélienne avait fait exprès de tuer cet enfant, et il a dit après, la polémique n'est pas finie, Elisabeth. Non, mais il a dit après cette phrase extraordinaire, il a dit après cette phrase, il a écrit dans le Figaro cette phrase extraordinaire, puisque lui n'était pas à Gaza, il était à Ramallah, c'était des images qui lui avaient été ramenées de Gaza. De toute façon, ça correspondait à ce que je pensais. Ça correspondait à ce qui était vraisemblable. Alors, on laissera Charles Anderlin répondre. Il le fait depuis des années sur ce sujet. La polémique est loin d'être finie, mais c'est vrai que c'est un des faits historiques qui montrent que l'information et l'interprétation de l'information sont deux choses. Je pense que là, la vitesse a été vraiment très mauvaise. Jacques, dans un domaine comme le littéraire, où aller vite semble totalement superflu, est-ce que c'est quand même une réalité que l'on subit quand on est sommé de livrer très très vite les bonnes feuilles, la critique d'un livre, l'opinion sur un écrivain? Aller vite, ça a un sens également. Par exemple, en période de prix littéraire, on a vu déjà des journalistes, et c'est toujours intéressant de savoir qui peut avoir le Goncourt, qui peut avoir la bonne information sur un prix littéraire. Évidemment, ce n'est pas le même temps. Mais moi, je ne fais pas tellement de différence. Je crois que dans le débat, on n'a parlé que de nous. On a oublié nos copains internautes sur le coup. C'est-à-dire que moi, je fais mon métier comme si j'étais un journaliste sportif, par exemple, dont je donne les informations, je suis au micro, dans un stade de 10 000 ou 50 000 personnes, et personne ne m'ennuie, puisque c'est moi qui donne l'information. Et maintenant, on se retrouve dans un stade où les 50 000 personnes vont non seulement donner de l'information, éventuellement donner leur avis. Et c'est ça la grande inquiétude. Sur l'instant, il s'accélère évidemment, la rapidité qui était dans notre métier depuis des années, mais la différence, c'est l'environnement. C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là vont être, ces internautes, ces amis internautes, ces participateurs seront des témoins simplement, ou est-ce qu'ils vont devenir des acteurs, à nouveau, et contester la spécificité du journaliste? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Et quand on observe un petit peu l'évolution des sites et l'évolution d'Internet, je crois qu'on est encore dans une période d'incertitude. Elisabeth. Non, mais juste, moi, par exemple, je suis toujours frappée. Il se trouve que c'est pour le Point que je fais généralement des entretiens. Il se trouve qu'un hebdomadaire, ça paraît 52 fois par an. Et qu'en gros, vous avez 2 périodes d'embouteillage pour les sorties de bouquins. Des essais, c'est octobre et janvier-février. Et je veux dire, j'ai affaire à des rédacteurs qui voudraient que je sois absolument la première à avoir Peter Sloterdijk ou Marcel Gaucher ou Régis Debray, je sais pas quoi. C'est normal. C'est normal. Eh ben moi, je suis désolée, un entretien, ça se fait pas comme ça. Je veux dire, ça se fait pas en une journée. Et surtout, on peut pas.
que je veux dire, qu'ils ont envie qu'on soit les premiers, à la limite, je peux le comprendre. Simplement, je veux dire, comme tout sort en même temps, tu ne peux pas être le premier sur tout. Or, il arrive de plus en plus souvent qu'on me dise, ah ben non, ça on ne peut pas le faire parce que tu comprends, il a déjà parlé dans un autre journal. Comme si on était interchangeables. Comme si j'allais faire le même entretien que celui qui est paru dans Le Monde ou dans Libération, comme si on n'ajoutait rien. Mais moi, je prétends qu'on ajoute quelque chose et que, je veux dire, on ajoute ce qu'on est, sa culture, son histoire, et que donc, en conséquence, l'entretien que je vais faire pour Le Point, ça ne va pas être le même que celui qu'ils pourront. Si, non, je vous assure, ça ne va pas être le même que celui qu'on pourra lire ailleurs. Et voilà, donc, je veux dire, il faut arrêter. On ne peut pas simplement, je veux dire, on n'est pas simplement des numéros ou des machines. On ne fait pas tous la même chose. Et je crois que ça compte. Jacques, c'est pas contradictoire? Non, ce n'est absolument pas contradictoire. Il n'y a pas les journalistes des 10 premières secondes et les journalistes ensuite il y a les gens qui font les commentaires, mais je pense que, par exemple, en matière de littérature, comme d'investigation, etc., il y a ceux qui veulent être les premiers, et c'est normal que nous, dans notre métier, on ait envie d'être les premiers, et d'être les premiers avec une information fiable, contrôlée, vérifiée, commentée, solide. Regardez cette grande dérive des continents que nous subissons. Internet fait que les informations arrivent tellement vite que les agences, David nous en a donné un exemple éloquent, les agences sont déjà plus le média le plus chaud, mais déjà un média tiède. Alors évidemment, les radios sont presque un média froid. Les quotidiens font tous de l'hebdomadaire. Il y a un tout petit peu d'actu, bouclé à 22 h la veille. Le reste, c'est des tribunes, des reportages, des portraits de l'hebdomadaire. Donc nous, Hebdo, Le Point, l'Express, on a tendance à se dire, on va faire de la revue. C'est-à-dire quelque chose de totalement froid qui n'apprendra presque plus rien, tout le monde aura eu l'info avant, mais qui donnera beaucoup de sens et beaucoup de profondeur et qui ne sera pas sociologiquement inutile. Mais c'est plus le même marché, c'est plus les mêmes lecteurs, c'est plus les mêmes équilibres économiques et plus les mêmes compétences qui sont mobilisées. Et néanmoins... C'est bien pour ça que les journalistes d'hebdo sortent quand ils ont une info brûlante, ils la sortent sur le site internet de leur journal. Et néanmoins, ces journalistes à qui on va demander un travail presque de revue, de spécialistes, on demande aussi d'être sur Internet. Et c'est très bien pour eux, parce qu'ils ne sont pas frustrés, d'être à la pointe de l'info dans leur domaine. Nous bouclons, nous, le mardi en fin d'après-midi. À partir de ce moment-là, pendant 9 jours, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire les 6-7 jours d'enquête et d'écriture et les 2 jours de fabrication du journal suivant. Quelle chance d'avoir Internet pour que le mardi soir ou le mercredi matin, s'il s'est passé quelque chose, on puisse montrer que nous, l'Express, on le savait avant les autres, qu'on a eu cette information. Et aussi de créer du trafic qui nous permet de créer des recettes publicitaires sur notre site, parce que nous en vivons. David. C'est vrai, quand on nous écoute, on a l'impression qu'on est informé sur tout et qu'on a des images sur tout. Et pourtant, il y a encore des endroits où les caméras ne peuvent pas rentrer. Moi, je pense à quelque chose qui est fondamental dans l'activité d'un pays, c'est les comités d'entreprise. Les comités d'entreprise où se prépare la genèse des conflits sociaux, de l'incompatibilité de culture entre les dirigeants et puis les salariés, les syndicats. Alors certes, il y a des verbatims, il y a des comptes rendus, mais par exemple, moi, c'est des images que j'attends et qui ne viennent pas. Il faut se demander pourquoi elles ne viennent pas. Mais il n'y a pas d'endroit plus secret en France, sans doute que certains gros conseils d'administration, mais c'est très étonnant de savoir que les comités d'entreprise où se font les politiques sociales, on n'a pas d'image de ça. Alors moi, j'aimerais avoir beaucoup d'images et beaucoup de syndicalistes qui, avec leur portable, enregistrent des choses et se transforment en journalistes, j'ose pas dire citoyens, mais de terrain, et puis avoir moins de vidéogags sur Internet. C'est un paradoxe que je pointe parce que on est surinformé sur la couleur des nouvelles bottines de Paris Hilton, sur la dernière petite phrase de Nicolas Sarkozy, on a des bons reportages sur ce qui se passe au bout du monde, mais chez nous, au moment où le pays était immobilisé, dans ce cénacle qu'est le comité d'entreprise, qui est censé être un organe démocratique, délibératif, où vraiment se joue l'avenir de l'entreprise, ou en tout cas l'avenir des salariés, on n'a rien. C'est le blackout, c'est le Comintern, ou je sais pas, c'est le soviet. Et encore, les soviets pouvaient être filmés. Je ne dis pas ça des comités d'entreprise, mais il y a bien des coins de l'activité humaine qui doivent échapper à la médiatisation. Moi, j'ai pas envie. Est-ce que tous journalistes et journalistes partout? J'ai pas envie qu'on mette des caméras dans les écoles. Vous avez envie, vous, que vos gamins soient filmés pendant qu'ils sont à l'école? Vous avez envie qu'on mette des caméras dans les hôpitaux? Vous avez envie qu'on mette des caméras chez vous? C'est-à-dire, à partir de quand tous journalistes, ça veut dire journalistes partout? Je ne dis pas ça des entreprises. Je dis simplement, il faut arrêter de croire que toute l'activité humaine, toutes les vies, l'existence humaine doit être absolument, je veux dire, captable et restituable. Moi, je pense que c'est... Elle l'est technologiquement maintenant. On peut technologiquement, mais il est malgré tout souhaitable qu'il y ait des zones de l'activité qui restent réservées à, je sais pas, à des groupes de gens ou à des... Ça peut s'appeler l'intimité, ça peut s'appeler l'omerta aussi. Oui, mais le huis clos, les procès, par exemple, les grands procès. Est-ce que le procès Colonna ne mériterait pas d'être filmé, d'être diffusé en direct?
Moi, ça ne me gêne pas qu'on ne le diffuse pas en direct. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je me rappelle très bien, je trouve que pendant des années, Le Monde, d'ailleurs le fait toujours, a fait d'excellents comptes rendus de procès. Et moi, je trouve que l'écrit, permet, je pense à ça à cause du procès Dumas, du procès Elf, justement, le lapsus est intéressant. On nous a, bassiné, Le Monde a fait 301 sur l'affaire Dumas, les chaussures, etc. Et je me rappelle après, les comptes rendus dans Le Monde du procès Elf. C'était vraiment, on a vu se mettre en place dans ce journal, sous nos yeux, le pillage d'une entreprise nationale par ses dirigeants. Et la puissance évocatrice de l'écrit, je trouve que c'est quelque chose qui doit rester et que si vous mettez une caméra, vous plantez une caméra dans la salle, il y a une espèce d'idée d'écrasement du réel. Il y a l'idée que vous apportez le réel à domicile chez les gens. L'écrit permet de l'interpréter. Alors Bertrand, au nom du Monde peut-être par rapport à ce procès. Non, rien. Et tout à l'heure, quand on donnera la parole à la salle, on a cru voir Hervé Gattegno tout à l'heure, on attend de lui qu'il nous dise aussi son point de vue sur cette place du journaliste. Journaliste partout, tous journalistes. Attends. Non, pour remettre un peu dans le contexte de cette conversation, le sujet initial, essayer de comprendre pourquoi il y a une prétention de plus en plus manifeste de beaucoup de citoyens à se substituer aux journalistes. Je crois que cette remise en cause de l'élite journalistique, elle est concomitante à une remise en cause des élites en général, une dévalorisation très nette des élites, remise en cause des élites politiques, dévalorisation, hélas, de la fonction enseignante. Et donc, au fond, aujourd'hui, toutes les autorités verticales souffrent de ce phénomène au profit d'une espèce de survalorisation des relations horizontales peer-to-peer, vous connaissez l'expression, on échange des fichiers musicaux. P2ER, pas PIRE. Mais pair à pair, si on veut parler français. C'est bien, c'est la démocratie. Oui. Non, c'est au-delà de l'échange de fichiers musicaux piratés. Ça signifie quelque chose, c'est le symbole de quelque chose. C'est de l'égalité, on est tous. C'est de l'égalité, c'est une revendication à l'horizontalité. Alors, ce phénomène est une tendance lourde de la société française. Il se trouve que l'outil Internet permet de le démultiplier et de lui donner un formidable effet de levier. Et c'est dans ce moment historique qu'on est, la concomitance d'un outil, mais aussi d'une façon nouvelle des rapports que le citoyen, en général, l'internaute, le lecteur, le téléspectateur, entretient avec les élites, avec les sachants, avec les 10 ans. C'est casse-cou, c'est au contraire plus de liberté, plus d'égalité, que c'est bien parce qu'on a l'impression que le citoyen maintenant se sent capable de contester les élites, de parler non pas à leur place, mais à leur égal. Je pense que notre métier, notre profession a à faire une grande autocritique de la manière dont elle fonctionne, notamment les élites parisiennes, oui, bien sûr. Cette critique du monde journalistique est une critique qui est très palpable partout ailleurs, et je crois que les journalistes ont à faire une très 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 sérieuse autocritique de la manière dont ces élites fonctionnent entre elles. Beaucoup d'endogamie, beaucoup de connivence intellectuelle, beaucoup de renvoi d'ascenseur. Je ne vais pas vous faire une description de phénomènes que tout le monde connaît. Toutes les élites, politique, patron, juge, médecin, on voit ça partout. Je voudrais qu'on dise un dernier mot rapide avant de vous donner la parole pour les 40 dernières minutes sur l'aspect argent. Parlons d'argent. Ces médias-là, même avec beaucoup de succès, sont à peine équilibrés ou déficitaires. On nous en annonce des payants. On n'a pas de retour sur investissement. Est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose qui va finir par s'effondrer parce qu'il n'aura pas trouvé son équilibre économique? Est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose dont la prospérité va pouvoir financer après les anciens médias, c'est-à-dire les journaux papier, vivront au crochet, les journaux web, comme une espèce de vieille danseuse? Est-ce que l'on va vers ça? Jacques? Je crois que la question, elle existait hier, elle existe aujourd'hui, elle existera demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'on assiste à des concentrations phénoménales de la presse, à des fusions, à des changements de pouvoir. Je veux dire que moi, je suis le régional de l'Étape. On est dans un contexte complètement différent d'il y a 10 ans, où on voit, disons, des plaques tectoniques d'information, de maîtrise des journaux régionaux par des groupes ou financiers ou des groupes, disons, de grands patrons. Bon, alors on se dit, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Quelle indépendance? Eh bien, demain, déjà, lorsqu'on a vu Google pactiser, si j'ose dire, composer avec la Chine au moment de donner des informations sur, je crois que c'est sur les JO, je ne me souviens plus très bien, on se dit, mais là, c'est tout à fait différent. La dimension change complètement. C'est-à-dire que les journalistes et les journalistes internautes, s'il y en a, se retrouveront dans un contexte vraiment sans commune mesure avec celui d'aujourd'hui. Les groupes, il ne sera plus question de groupes, mais on est vraiment sous la dictature des moteurs de recherche. Déjà,
J'ajoute un mot par rapport à Jacques, totalement expérimental. Google a changé cet été son mode de référencement des sites en fonction de la reprise ou non de certaines dépêches. Ça a totalement bouleversé la hiérarchie des visiteurs uniques et des pages vues dans toute une série de sites d'information. Donc on voit bien en effet comment ce moteur de recherche, apparemment moteur, ça a l'air d'être simplement un outil, est devenu totalement un acteur, non seulement financier et politique, mais également peut faire la loi. Non, juste quand même sur cette question de l'argent. Alors, j'ai été intéressée d'ailleurs par le fait que sur Oh My News, me semble-t-il, il y a quand même une rétribution des journalistes dits citoyens, c'est-à-dire du journaliste amateur. Ce qui veut dire qu'il n'est déjà plus totalement amateur. On peut dire que c'est un critère. Non, ce qui se passe, c'est que déjà, je pense que le métier dans son ensemble subit une forme de prolétarisation depuis quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui rentrent, y compris par exemple dans les chaînes dans les chaînes Tout Info, dans les chaînes d'information continue, je pense que les jeunes journalistes qui rentrent doivent être payés vraiment moins bien comparativement que ceux qui commençaient le métier il y a quelques années. Dans un site d'information, je vais le citer d'ailleurs, c'est le jdd.fr, un jeune journaliste m'a dit qu'il était payé 75 € brut la journée. C'est-à-dire, évidemment, nettement moins qu'une femme de ménage qui ferait le même travail horaire. Est-ce qu'un jour tu vivras de causeur.fr parce que les internautes paieront pour lire ce que tu écris, ou est-ce que ça n'arrivera jamais? Donc la seule chose dont on peut être sûr avec causeur.fr, c'est que j'en serai pas viré. Voilà. Tu l'as fait. disons, ça c'est un avantage que j'en vis. Tu peux même t'auto-virer. Tu crois que je pourrais m'auto-virer? C'est possible. Donc non, je crois pas. Je crois que c'était, enfin, j'en sais rien, on verra bien. En tous les cas, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un espace vraiment où ne pas gagner d'argent, ça ne peut pas ne pas être le but à un moment de quelqu'un qui monte une entreprise. J'ai pas dit. D'abord, mais c'est pas vraiment monter comme une entreprise. Mais j'ai pas dit que ne pas gagner d'argent était mon but. J'ai pas dit ça du tout. J'aimerais bien en gagner. Je veux dire, je sais pas si un jour ce sera le cas et que je pourrai en vivre vraiment. Ce que je sais, c'est que au fil des années, j'ai de plus en plus de mal à vivre de ma plume, tout simplement parce que c'est vrai que je suis pas une rapide, peut-être, je mets longtemps, moi pour faire ces entretiens là dont je parlais, il me faut du temps, et que c'est, je veux dire, c'est de plus en plus difficile de vivre de ce métier, en particulier quand on le fait de façon indépendante, c'est-à-dire de façon extrêmement dépendante de tous ses employeurs. Donc je pense qu'il y a réellement une prolétarisation de ce métier et que Internet va l'accélérer, parce que en plus, juste un mot quand même sur ce qu'on voit aujourd'hui dans les rédactions Internet. Moi, j'ai été frappée. Quand j'ai commencé ce boulot, c'était pourquoi? C'était parce que j'avais envie, avec un peu la mythologie, d'aller voir le vaste monde, d'aller voir des gens, d'aller à la rencontre un peu du monde. Je disais, une rédaction Internet aujourd'hui, c'est essentiellement des gens qui sont derrière leurs écrans. Voilà. Non, mais ça, c'est quand même important de le dire, parce que c'est quand même un nouveau journalisme. Ils sont derrière leurs écrans. À nouvelhouse.com, par exemple, ils ont quasiment pas le droit de téléphoner. Posté, ils n'ont pas le droit de téléphoner. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle l'enrichissement. Et c'est ça que moi j'appelle un peu l'appauvrissement du métier. C'est-à-dire, ils vont chercher de l'information. Alors, ils sont super dégourdis pour se balader sur la toile. Hein. C'est Internet, par Internet, pour Internet. Non, mais ils vont chercher l'information. C'est vrai que l'information, elle est disponible, en fait. David, un mot, puis Bertrand terminera avec la réalité de ce monde-là. Je ne suis pas complètement d'accord sur la paupérisation, ou en tout cas, le conseil que moi je donnerais à des jeunes pigistes qui, effectivement, vendent des papiers à pas cher à des rédactions qui les exploitent, c'est d'ouvrir leur blog et de commencer à exister sur Internet et à pouvoir répondre à la question « Et toi, combien de divisions ?» Parce qu'aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose, c'est que les journaux et les supports traditionnels sont complètement paumés, en tout cas une partie d'entre eux, sur savoir qu'est-ce qui intéresse les gens sur Internet. Et beaucoup de rédactions en ce moment vont démarcher des blogueurs, des fameux journalistes apprentis ou citoyens, qui, eux, ont 3000 visiteurs par jour en parlant de recettes de cuisine ou de crème pour éviter que les cuisses frottent. Je vous jure que c'est vrai. Un des billets de blog de femmes qui a fait un carton cette année, on le trouve sur mon blog de filles. Une jeune femme a dit, moi j'ai testé pour vous une crème qu'on se met entre les cuisses, comme ça, quand on marche, ça frotte pas. Elle a eu 500 contributions à la suite de ce test. Et elle est démarchée. Dont la tienne, David? Non, je n'y suis pas allé parce que dans le même temps, elle expliquait qu'elle était dans le club de celles qui mangent beaucoup de saucissons et j'ai eu l'occasion de lui dire qu'il y avait peut-être un rapport de cause à effet. Mais c'est surtout pour l'été. Bon. Non, ce que je veux dire très sérieusement, c'est que un blogueur qui est journaliste, qui a un blog, qui fait du trafic,
il peut peser dans sa relation avec sa rédaction. Et il peut dire, ben voilà, moi j'ai 3000 visiteurs par jour, si vous voulez des papiers de moi, si vous voulez que je blogue sur votre plateforme et que je vienne vous amener ma clientèle, eh ben il va falloir payer. Et je pense que pour ça, Internet est un immense outil de débrouille pour justement peser dans cette relation économique avec les médias traditionnels. Bertrand, qui gagne combien, où dans le monde Internet? Pour l'instant, pas grand monde ne gagne dans le monde d'Internet, mais en même temps, c'est un peu normal. Il faut savoir qu'on investit dans ce domaine-là, que quelquefois les déficits sont au contraire un investissement sur l'avenir. En revanche, on est dans un moment... C'est le visiteur du quart d'heure. Non, j'ai éteint le mien. Non, je t'assure, regarde, je te le prouve. Voilà, information vérifiée. Bertrand. Donc on est dans un moment critique, où le modèle économique, le business model des grands journaux est attaqué de toutes parts sans qu'il ait trouvé de solution à ces déficits qui se creusent. J'ai sous les yeux un tableau qui a été publié par le New York Times début novembre de la circulation, de la diffusion, on devrait dire en français, des grands journaux que vous connaissez, qui sont les journaux qu'on croyait être les plus sains du monde. Le Wall Street Journal a perdu entre septembre et septembre dernier 1,5% de sa diffusion, le New York Times 4,5%, le Washington Post 3,2%. Ce sont des chiffres du vendredi au vendredi, puisque le Wall Street Journal, comme vous le savez, ne paraît pas le vendredi. Et quant à l'édition dominicale du New York Times, qui était sa force, qui est un modèle pour nous tous, journalistes de la presse écrite, il a perdu 7,6% de sa diffusion. Alors, pour en revenir à un journal que je connais, puisqu'il ne s'agit pas de s'abriter derrière les difficultés des autres, Le Monde a perdu à peu près 57 000 exemplaires entre 2002 et 2006. Toujours pour fixer les idées, Le Monde se situe, grosso modo, Le Monde est lu par 1,8 million de lecteurs pour une diffusion de 350 000 exemplaires. Ce qui signifie que certains exemplaires, les exemplaires circulent entre la main de plusieurs personnes. Parallèlement, j'ai cité ces chiffres hier, mais ça aide à comprendre dans quel univers on se situe. Les visites certifiées par l'OJD pour lemonde.fr, pour son support numérique, en octobre 2007, c'est 39,7 millions de visites, et le nombre de visiteurs uniques qui a été certifié en octobre 2007 par Nielsen et NetRating, c'est 3 millions de visites uniques. Voilà, alors c'est l'exemple du Monde, mais ça n'est pas simplement l'exemple du Monde, c'est-à-dire, encore une fois, la marque Le Monde est aujourd'hui plus fréquentée par des internautes que par des lecteurs du journal papier. Alors, la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est que parallèlement, la publicité est en train d'abandonner en tout cas de diminuer très fortement sur ces titres traditionnels. Pas simplement encore le journal Le Monde, mais c'est l'exemple que je connais le mieux. En même temps, une partie de cette publicité migre sur les sites Internet, qui leur permet, en tout cas c'est le cas du Monde.fr, d'être depuis 2 ans rentable, avec des marges qui sont de l'ordre de 3 ou 4 millions de résultats, mais l'un ne compense pas l'autre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on était dans un moment critique où on pressent que le paysage économique, le business model de la presse traditionnelle est en train de se recomposer, mais qui n'a pas trouvé son équilibre. Et c'est très inquiétant. Très important cette notion de déséquilibre, si je peux ajouter juste le point de vue des hebdomadaires. Nous avons, nous, plutôt une bonne nouvelle récente sur la diffusion, puisque l'Express est à plus de 20% de diffusion en kiosque, un peu plus de 80 000 exemplaires en kiosque, 452 000 au total en France, 550 000 si on ajoute les éditions internationales. Sur Internet, nous sommes en dessous du Monde. Oui, non, mais je pense que ça montre bien les évolutions parce que des applaudissements. sur le site internet, nous sommes en dessous du Monde avec moins d'expérience. On arrive à environ 1,5 million de visiteurs uniques par mois et 20 millions de pages vues. C'est quand même des volumes. Ce qu'on constate, peut-être que le Monde.fr a le même problème, c'est que les annonceurs refusent de payer ce que l'internaute en fait vaut, parce qu'il y a beaucoup de monde, ce sont souvent des gens qui se promènent dans le site, qui viennent y rester, qui voient plusieurs pages, et donc la prospérité économique, le relais de croissance, comme on dit, c'est pas fait. Oui. Le point .fr ne paye pas le Gutenberg, alors que normalement, les volumes qui ont changé et la qualité des internautes qu'on leur apporte, c'est pas des gens qui viennent là par hasard, auraient dû aboutir à cette mutation. On est dans une phase transitoire, quand même, pour être un peu moins optimiste que vous, Le Monde aussi a fait cette année, comme tous les grands hebdomadaires et les grands quotidiens, une très bonne année concernant sa diffusion. C'est la première d'ailleurs depuis plusieurs années, pour les raisons que vous connaissez évidemment. Okay.
Donc l'écrit étant fort, mais le point d'Hervé, et puis quand même, ça vient. Une seconde, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça a fait l'objet certainement de discussions précédentes. Il faut avoir en tête que plus personne aujourd'hui, ou très peu de monde aujourd'hui, ne veut payer l'information qu'on trouve sur Internet. Tant qu'on n'a pas ça bien en tête quelque part, on ne comprend rien à ce qui se passe. Évidemment. Je me lève le matin, j'écoute la radio, je ne paye rien. Si, un peu par mes impôts et ma redevance, David et les amis du service public. Je prends le métro, je prends un gratuit, je ne paye rien. J'arrive chez moi, je vais sur backchiche.fr, dans mon bureau, je vais sur backchiche.fr ou rue89.fr, je ne paye rien. Oui, mais tu je payes la connexion tous les mois. Oui, voilà, je ne paye rien. Je ne paye rien apparemment pour l'info. C'est exactement comme la lumière. Il y a 100 ans, 150 ans, j'achetais des bougies, je payais ma lumière directement. Aujourd'hui, j'ai un abonnement EDF, je paye, mais sans acheter ma lumière directement de la main à la main, c'est autrement. Et là, voilà, on paye des fournisseurs d'accès, on paye des redevances, on paye des choses qui, pour une partie des frais engagés, va refinancer l'information. Mais surtout, c'est pas ça. C'est quand même le financement par la publicité est assez pervers. Moi, je pense que c'est ça qui nous pose aujourd'hui des tas de problèmes. C'est que celui qui paye, heureusement qu'il est là. Celui qui paye, il n'achète pas de l'information, il achète ton cerveau disponible. Donc, il y a vraiment un problème, c'est qu'en fait, à l'arrivée, personne n'achète vraiment l'information dans ces cas-là. Alors, on s'éloigne là de notre sujet. Il y aura sans doute des tables rondes pour y répondre. Si tout le monde est journaliste, vous devez l'être, et donc vous allez nous poser des tas de questions. Et donc je donne la parole à la salle, je vois déjà des mains qui se lèvent. Alors, je vais commencer, il y a plusieurs personnes, je vais commencer par madame, voilà, mais j'ai noté les trois autres intervenants au premier rang et je verrai les autres après, on va avoir le temps. Madame, allez-y, si vous voulez vous lever, vous présenter, puis poser une question rapide, qu'on puisse dans la grosse demi-heure prendre le plus de questions possible. Bonjour, déjà, je suis de votre côté parce que je suis journaliste italienne. Et je travaille pour le Corriere della Sera, Corriere Economia. Avant, j'avais travaillé pour Panorama pendant 20 ans et à la télévision, à la RAI aussi pendant 10 ans. Et j'ai publié en 2000 Mediamorphosi, la transformation des médias à l'ère d'Internet. Alors, déjà, je trouve que cette année, qui est vraiment de transition, mais ça représente une bonne nouvelle, surtout en France, parce que pour la première fois depuis 5 ans, les ventes des journaux quotidiennes sont remontées, en particulier les ventes des dimanches, du week-end. Donc les gens aiment encore lire la presse papier. Je viens d'écrire un article juste la dernière semaine sur le défi des web pour la presse écrite. Et j'ai vu donc tous les données dont vous parlez tout à l'heure. Et je vais ajouter ça que déjà, c'est vrai, la nouvelle tendance est que la publicité va se déplacer vers le web avec des rythmes quand même accélérés. Je ne sais pas en France, mais en Italie, dès 2008, on aura un doublage de la publicité sur le net par rapport à il y a 2 ans. Et quand même, Internet, ça représente une opportunité parce que les journaux commencent à être rentables sur leur site. Mais attention, parce que la publicité sur le net, c'est complètement différent par la publicité sur les médias traditionnels. Et cela, ça peut être vraiment une question d'inquiétude et un sujet sur lequel raisonner, nous, comme journalistes. Justement, Le Monde, il y a une semaine, a publié en première page la question de Facebook qui vendait pour la publicité les profils très détaillés des internautes. Or, il va s'avérer très bientôt que même les profils des lecteurs pourront être très détaillés et vendus. Donc la publicité sur Internet, on est sous la dictature de Google, comme dit justement le collègue Jacques Gantier, mais la publicité sur Internet, c'est quelque chose qui peut arriver vraiment à menacer à un certain moment aussi la privacy, vraiment la sphère privée. Et je pense qu'il y aura des gens qui vont se rebeller contre ça. Merci beaucoup pour votre réaction. Alors, il y a Hervé qui veut la parole. Monsieur peut-être d'abord, et puis après, seront là. Alors, un mot d'Elisabeth. Allez-y, monsieur, pendant qu'on vous prenez le micro. Un tout petit mot, c'est que je me demande, moi, si les gens achètent des journaux parce qu'ils ont envie de lire ou parce qu'ils aiment regarder les DVD qu'on leur donne qu'on leur donne avec. On ne s'abonne pas pour la cafetière, je te rassure, Elisabeth. Mais écoute, voilà. de plus on en est plus. content d'avoir la cafetière ou le lecteur DVD. Je veux dire, en Italie, ça a été très tôt. Je veux dire, il y a eu vraiment un matraquage sur ce genre de choses. Oui, mais rassure-toi,
Il y a d'abord la qualité du produit. Et je pense qu'Hervé est d'accord. On fait tout ça, bien entendu, des plus produits, comme on dit, des cadeaux d'abonnement. Mais au départ, il y a cette matière intellectuelle et affective qu'est un journal. Monsieur. Bonjour. Je suis désolé, je suis aussi journaliste, Laurent Delmas. 3 petites remarques, si vous permettez. Sur tous journalistes, il me semble que Régis Debray avait dit des choses très intelligentes sur tous artistes, tous créateurs. Et pardon à Christophe Barbier, parce que je sais qu'il a des activités parallèles et que je vais le mettre un petit peu éventuellement en porte-à-faux par rapport à celle-là. Mais si tout le monde monte sur la scène comme acteur ou comme artiste, alors, dit Régis Debray, il n'y a plus personne dans la salle pour regarder le spectacle. C'était aussi une critique des écrits de Debord. Ben, je pense que pour le journalisme, il en est pareil. C'est-à-dire, si tout le monde, demain, devient journaliste, alors il n'y aura plus personne pour être le spectateur du journaliste, qui s'appelle lecteur. Et je trouve que pour l'instant, on est dans un équilibre intéressant, qui était par exemple le courrier des lecteurs dans un journal, qui faisait qu'il y a les lecteurs et puis il y a les journalistes. Que les choses sont scindées, que les choses sont claires, que la frontière est là, mais que tout le monde, non, décidément, ne peut pas être journaliste. La deuxième chose, il me semblait, ça n'a pas été, peut-être qu'on n'est pas allé assez loin là-dessus, c'était une direction intéressante que vous aviez notée, Christophe Barbier, sur partout journaliste, du coup. Tous journalistes, partout journalistes. Là, personnellement, je suis un peu horrifié par l'idée de mettre des caméras, y compris dans des comités d'entreprise. Il me semble qu'une candidate malheureuse à la dernière élection présidentielle avait proposé l'idée plus que saugrenue de mettre des caméras dans l'enceinte du Conseil des ministres. C'était à coup sûr l'assurance que le Conseil des ministres, comme les comités d'entreprise demain, seront des coquilles vides. Parce que quand on, ou éventuellement des théâtres, il suffit de voir. Le seul moment où l'on place des caméras à l'Assemblée nationale, c'est le mercredi après-midi. L'Assemblée nationale devient tout, sauf un lieu où on débat réellement et surtout où on légifère. Ça devient un lieu où on s'invective. C'est-à-dire qu'il faut du secret pour créer de la vérité, de l'authenticité et donc de l'information potentielle. Cela me semble évident. Et si on ne redit pas ce genre d'évidence, on risque effectivement de tomber dans allons partout, et y compris d'ailleurs dans le lit des gens, bien évidemment, pour parler du domaine privé. Dernière petite chose, si vous permettez, sur la rémunération. Je serai beaucoup moins des journalistes sur Internet. Je serai beaucoup moins optimiste que certains d'entre vous, pour la bonne et simple raison qu'il me semble, sauf erreur de ma part, que dans de nombreux cas, on est en train de demander à des journalistes, y compris dans de grandes rédactions nationales, de travailler en plus sur les sites Internet, gratuitement. Et cela à l'encontre, me semble-t-il, d'un slogan devenu national qui devrait nous occuper tous, travailler plus. Mais là, c'est pour gagner pas mieux. Alors, voilà un problème quand même, effectivement, qu'on devrait traiter. S'il y a plus de travail via Internet, alors il faudra plus de rémunération pour ceux qui travaillent plus. Merci beaucoup pour cette triple réaction. Sur ce dernier point, dans beaucoup de rédactions, il s'agit de travailler différemment, c'est-à-dire de réorganiser le travail pour qu'on ne fasse pas mourir les gens sous la charge, mais au contraire qu'on leur donne la possibilité de ne plus être frustrés en laissant perdre des informations qu'ils avaient, sans être complètement écrasés sous le travail. On est dans une phase très intermédiaire où tout cela se pose, y compris la rémunération. Monsieur. Enfin un qui n'est pas journaliste. Non, je ne suis pas journaliste, je suis ingénieur informaticien. Alors par contre, j'ai peut-être quelques réponses sur les questions que vous posez, c'est-à-dire que je suis sur Internet... Un peu plus fort, s'il vous plaît. Pardon. Ouais, pardon. Bon. Je suis sur Internet depuis une quinzaine d'années maintenant, et il y a à peu près 10 ans de ça, j'ai commencé à participer à un mouvement dont vous avez probablement entendu parler, qui s'appelle le logiciel libre. Et il y a 10 ans, on s'est posé exactement les mêmes questions, l'industrie du logiciel s'est posé exactement les mêmes questions par rapport à l'arrivée du logiciel libre, qui existait déjà plus ou moins, mais bon, qui a éclaté à peu près vers la fin des années 90, et se pose exactement les mêmes questions que la presse se pose maintenant. Et donc là, avec 10 ans de recul, on a à peu près les réponses, c'est-à-dire que il est absolument nécessaire d'avoir déjà du temps, des gens qui soient rémunérés pour effectuer, poursuivre cette activité, que ce soit programmer, développer des logiciels ou être donc journaliste, et que le produit fini finalement n'est pas aussi populaire que ce qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire, les utilisateurs de logiciels libres sont actuellement essentiellement d'autres informaticiens, des gens qui peuvent se passer
de la finition. Si vous demandez à personne dans la salle ici qui utilise par exemple Linux sur leur PC à la maison, à peu près personne ne va vous répondre. Vous pensez que c'est pareil pour l'information? Alors, je pense qu'il y a de très bonnes raisons, oui. C'est-à-dire, il y a eu au début du logiciel libre le même engouement. Tout le monde a pensé, oui, ça va être la fin de l'industrie du logiciel. Dans 10 ans, tout le monde n'utilisera plus que des logiciels libres. Actuellement, le logiciel libre chez l'utilisateur final, chez la personne lambda, ça représente moins de 1% des utilisateurs. C'est pas la même chose. Tout le monde ne peut pas prétendre fabriquer un logiciel même libre. Mais donc c'est un métier. Il y a quand même une technicité à un moment qui fait blocage. En fait, non. Effectivement, tout le monde ne peut pas prétendre, mais l'idée du logiciel libre, c'était que n'importe quel étudiant en informatique ou quoi, ou quelqu'un qui peut acquérir des connaissances en informatique, peut commencer à développer et participer. Ça s'est vérifié. Il s'est trouvé des logiciels qui ont eu beaucoup de succès. Google est fondé sur le logiciel libre et n'aurait pas pu exister sans le logiciel libre. Mais en tant que produit fini, utilisable par n'importe qui, par quelqu'un qui lui-même n'est pas informaticien et qui n'a pas ce savoir-faire supplémentaire, le logiciel libre n'existe pour ainsi dire pas. Donc à ce titre, on retrouve le même parallèle avec les blogs ou quoi qui fournissent un énorme tas d'informations, mais on n'a personne. Quand on est lecteur de blog simplement et qu'on ne passe pas par un journal, on n'a personne pour les filtrer, pour les garantir ou aussi les analyser, avoir une réflexion dessus. On n'a que du brut et beaucoup de blabla et beaucoup d'avis personnels et de diatribes personnelles. Vous citiez Agoravox tout à l'heure, par exemple. Il y a quand même encore une rubrique entière d'Agoravox consacrée à le 11 septembre et comment, justement, il n'y a pas eu d'avion, etc. Enfin, bref, on retrouve à peu près exactement les mêmes choses. Sinon, pour la rémunération, il y a aussi eu le même problème sur le logiciel libre. Très peu de gens gagnent des sous avec le logiciel libre. C'est un problème plus général de rémunérer les contenus numériques. Merci beaucoup. Votre voisin, et puis ensuite Hervé qui est juste devant lui. Votre voisin de gauche. Et puis si d'autres mains se lèvent dans la salle, je prendrai les questions après. Alors monsieur, on va faire monsieur, Hervé, et puis monsieur là-bas. Philippe Tallois, journaliste. Je voudrais simplement rappeler quelque chose, le phénomène des rumeurs. Les rumeurs qu'on a toujours connues au niveau d'un village, au niveau d'une ville. Eh bien maintenant, ça se passe au niveau mondial avec Internet. Alors, tout ça pour dire que s'il faut des professionnels sur Internet comme partout, c'est essentiellement pour donner une information fiable et une information vérifiée, recoupée et une information expliquée. À la limite, ça ne veut pas dire que le commentaire est inutile, mais c'est d'abord l'information vérifiée, ensuite l'explication. Ça peut suffire à se faire une opinion. Et si on a envie d'avoir quelque chose qui correspond à sa sensibilité, on va un petit peu plus loin. Je rappelle, puisqu'on parlait des écoles, Jacques Gantier est de la même école que moi, le CFJ, que ça fait partie des choses qu'on apprend dès le départ. C'est là-bas, c'est ce que nous appelons les fondamentaux. Et quand on n'a pas fait d'école de journalisme, tout dépend sur qui on tombe, j'allais dire comme maître d'apprentissage, mais effectivement c'est beaucoup plus aléatoire et je crois que le simple fait de prendre les annuaires des principales écoles montre qu'il y a quand même pas mal de rédacteurs en chef et de signatures. Je terminerai par une chose, je participe à un groupe de travail concernant la qualité de l'information, une charte de qualité de l'information, ça regroupe toutes les sensibilités, à peu près tous les types de médias. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, et toute sensibilité confondue, ce sont d'abord les faits qui importent. Et j'ajouterai une chose à l'attention d'Elisabeth Lévy, il y a aussi une chose à laquelle on tient beaucoup, c'est la culture du doute. La culture du doute. Oui, mais excusez-moi, vous dites que ce qui importe, c'est les faits. Il se trouve que alors je ne sais pas si cette étude est vraie ou pas, mais de toute façon, vous pouvez le vérifier. Je veux dire, en gros, sur Internet, vous avez une espèce de truc de la redondance, c'est-à-dire que les faits tournent en rond. Ce qu'on appelle la rumeur. C'est-à-dire, non, c'est pas la rumeur, c'est en gros les informations publiées par les agences de presse qui tournent en rond. Vous rajoutez un peu de ci, un peu de ça. Voilà. Avant de donner la parole à Hervé, c'est vrai que dans les écoles et sur le tas dans les journaux, on apprend une technique, on apprend aussi une déontologie. Et votre propos sur la rumeur rejoint le propos de M. Delmas sur le secret. C'est qu'en ce moment, c'est sur le net que l'on trouve la liste intégrale des conquêtes féminines de Nicolas Sarkozy. La plupart de ces informations sont fausses, certaines sont peut-être vraies, aucune pour l'instant n'est vraie et n'a d'importance pour l'intérêt général. Cet intérêt public qui fait qu'à un moment, il faudra dire certaines choses parce que, en tant que citoyen, contribuable, chacun sera amené à formuler son jugement en fonction de cette information. Donc dans ce flou, cette ligne jaune privé-public, qu'à chaque instant, les journalistes, déontologiquement et techniquement, doivent déterminer. Hervé. Alors ma petite contribution à votre débat est une réponse à David Abiker pour lui dire que j'ai beaucoup aimé sa petite comptine de tout à l'heure sur comment un site qui paraît-il s'appelle Bakchiche. On n'entend pas. Pardon. Non, il paraît qu'il ne faut pas.
Donc, je disais que j'avais beaucoup aimé la petite comptine de David Abiker de tout à l'heure sur ce fameux mercredi matin où un site qui s'appelle, paraît-il, Bakchiche révéla une information qui, je crois, n'en était pas une. Et il me semble que tu l'as toi-même démontré, David, à ton corps défendant, je crois. Je m'explique. Ce mercredi matin, donc, un site nommé Bakchiche nous apprenait quoi, à t'entendre, que un juge d'instruction s'apprêtait à convoquer Jacques Chirac, sans doute avant la fin du mois de novembre. C'était un substitut du procureur de la République qui le disait, et d'ailleurs, la lettre de convocation était déjà partie. Formidable affaire. Tu nous dis que tu as hésité à 7h20, je crois, à reprendre cette information. Je crois que tu as bien fait d'hésiter. Je crois que tu aurais mieux fait d'attendre encore beaucoup plus. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui, lecture faite du procès-verbal de Jacques Chirac chez le juge d'instruction, qui a été publié depuis par Le Monde.fr et par Le Parisien, et dont je tiens un exemplaire à ta disposition. Nous savons par ce procès-verbal qu'il n'y a jamais eu de convocation écrite. La juge d'instruction dit sur son procès-verbal que par accord avec l'avocat de Jacques Chirac et par souci de confidentialité, elle n'a jamais envoyé de convocation écrite. Donc, bakchiche.com s'est trompé. Et ce faisant, a semblé donner une information qui pourtant, hélas, n'en était pas une. Mais c'est à cause de toi, David, pardon de ce reproche très amical, c'est à cause de toi que énormément d'auditeurs de France Info ont cru que c'était une information. Au passage, ils ont eu une deuxième information, c'est qu'il existait un site qui avait décidé de s'appeler Bakchiche. Je préfère ne pas savoir pourquoi ils ont choisi ce nom. L'Express, je sais pourquoi ça s'appelle l'Express, c'est parce qu'il faut aller vite et bien et fort pour donner des bonnes informations. Le Point, je sais pourquoi ça s'appelle le Point, c'est parce qu'on essaye de faire le point. Bakchiche, je vous laisse deviner. Merci Hervé. Non, mais c'est la preuve par l'exemple, et d'ailleurs pour l'exemple précédent, le divorce de Nicolas Sarkozy, on a vu exactement les mêmes phénomènes, qu'Internet est vraiment dans cette ère de l'entre-deux. Tout n'est pas tout à fait faux. En effet, Jacques Chirac a été convoqué et puis il a été mis en examen. Tout n'est pas tout à fait vrai. Il y a toujours une myriade de détails qui... Alors, il y a un côté coup de chance, il y a un côté rumeur qu'on lance... Allez, au hasard, c'est une chance sur deux d'être vrai. Et donc on voit bien comment Internet, journalistiquement, est dans un entre-deux déontologique, comme Internet, économiquement, est dans un entre-deux, j'ai du succès, je gagne pas d'argent, et comment Internet, technologiquement, est dans un entre-deux, ça va très vite, tout le monde le reçoit, mais tout le monde ne le reçoit pas, il y a d'autres appareils qui vont arriver, etc. Donc on est vraiment dans cette espèce de mutation. Aucun de nous, aujourd'hui, ne peut être sûr que dans 6 mois ou dans 1 an, on n'aura pas vu totalement disparaître tous ces sites d'information parce qu'il y aura eu une révolution dans la révolution et on sera passé à autre chose. Ou bien au contraire, si tous les médias classiques ne seront pas tous passés au .fr et auront abandonné les imprimeries et les kiosques, on ne peut pas le dire. Donc c'est ça qui est intéressant, cet état de crise, comme disait Gramsci, où le vieux n'est pas tout à fait mort, le neuf n'est pas tout à fait là, et on ne sait pas où ça va tomber. C'est passionnant à vivre, c'est un petit peu difficile parfois. Hein. Mais peut-être que tu seras acteur à plein temps alors. Oui, ou chômeur à plein temps aussi. Oh, mais non. Monsieur, merci de votre patience. Est-ce que je réponds? Oui. Oui, peut-être. Je vais peut-être répondre et terminer ma comptine. J'ai envie de dire, l'information, elle était sans doute erronée, elle était sans doute partielle. Moi, je l'ai prise, j'ai fait le choix de l'annoncer et je le regrette pas, à vrai dire, puisque au final, à la fin de la journée, on savait que Chirac était au pôle financier et qu'il avait été jusqu'à présent entendu chez lui, s'était pas déplacé. Et à ce moment-là, si tu veux, je pense qu'il y avait une différence de taille. Il y est allé, les choses se sont engagées et je pense que j'aurais eu tort de ne pas le faire. Alors je l'ai fait avec toutes les pincettes et quand tu dis que j'ai eu des hésitations et que j'ai bien fait de les avoir, je te remercie du compliment. Mais le deuxième compliment que tu m'adresses, je ne le reçois pas parce que je pense que j'ai bien fait de le faire. Ensuite, dans la journée, les informations sont arrivées, des précisions sont arrivées, mais Jacques Chirac au pôle financier, il y était mercredi. Monsieur. Et en vous écoutant, je pensais qu'il y a 43 ans, à peu près jour pour jour, Kennedy a été assassiné. Et nous avons un document unique, c'est un film amateur d'1 minute et demie, je crois. Imaginons ce qui serait passé si le net existait à cette époque. Le charivari sur le net et les millions d'entrées, de questions, etc. Je lisais la semaine dernière, juste de métaphore, l'excellent livre de Marc Dugas sur Edgar Hoover et quelques pages consacrées à l'assassinat de John Kennedy, absolument superbes, bien écrites,
et je félicite Elisabeth Lévy d'avoir parlé de culture, et pourquoi pas de langue française en passant, et un livre où il y a encore des choses à dire. Alors, je comprends les affres du journaliste, en effet, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, Chirac, mais dans l'après-midi, nous étions 30 millions de Français de savoir que le président Chirac a été convoqué. C'est pas intéressant, ça n'a rien d'intéressant, on le sait. Bon, très bien. Ce qui est intéressant, en revanche, et ça vous laisse, Monsieur Barbier, de la place pour vos éditoriaux que je lis attentivement, vos abonnés et votre chronique à LCI. Ce qui intéresse sont les commentaires de droit constitutionnel, c'est de savoir s'il est décent pour la France de faire un procès à un ancien président de la République qui ne s'est pas enrichi, se poser des questions de morale, des questions de patriotisme, etc. Ça, c'est intéressant. Alors, entre le blog, le charivari du net et les idioties de bac, machin, je ne sais pas quoi, et la vraie information de réflexion, de culture, il y a toute la marge que vous devez remplir et vous continuerez longtemps à être de bons journalistes. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison, monsieur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'incendie sans étincelle, et donc il faut cette étincelle de la mise en examen de Jacques Chirac pour que tous ces problèmes très intéressants, constitutionnels, juridiques, éthiques, se posent. Et on est dans un monde où certaines informations sont des prétextes à des réflexions. Mais si je décide de faire un article en l'air sur le Conseil constitutionnel et la place d'un ancien président, il aura moins de chances d'attirer l'œil si Jacques Chirac n'a pas été mis en examen. Il y a cette fonction de déclencheur. Et puis, l'information brute, sèche, Jacques Chirac est mis en examen, est intéressante, voire fondamentale pour toute une série de nos concitoyens. Pensez à ses avocats, pensez à ses anciens électeurs, à ses adversaires, etc., à tous ceux qui vont devoir professionnellement produire un commentaire. Donc, je pense que chacun juge d'une importance d'information selon sa place, et après, fait ou ne fait pas, le travail d'approfondissement, de réflexion, de mise en doute, de critique, en fonction aussi de sa position de citoyen. C'est là où, évidemment, ça donne une formidable pouvoir, mais aussi une formidable responsabilité au consommateur d'informations, qui doit s'interroger sur la qualité du travail fourni par le journaliste, mais qui doit s'interroger aussi sur son devoir à lui de réflexion sur l'information qu'on lui a donnée. Une autre question, il y a des volontaires au premier rang, peut-être derrière. Alors, il y a quelqu'un là-bas au fond, puis après on revient au premier rang avec d'autres intervenants. Je peux le donner. Ah, c'est vous, bon, d'accord. Bien. Évidemment, je vais vous parler de... Vous avez affaire à une nouvelle concurrence, excusez-moi. Vous avez affaire à une nouvelle concurrence, il faut y faire face, et vous êtes en train d'analyser comment vous pouvez réagir. Moi, je voudrais vous dire deux choses, mais vous n'étiez peut-être pas né. Moi, j'ai connu l'après-guerre, où ça a été le développement de l'automobile, puisqu'à l'époque, les gens qui avaient une voiture étaient des gens riches, c'était pas démocratisé. Et je me souviens du début de la 2 chevaux et de la 4 chevaux, où l'on disait, mais le train, c'est fini. Le train va disparaître parce que chacun aura sa voiture, il n'aura plus besoin de prendre le train. Bien, on a vu ce qu'il en est devenu. Deuxième exemple, un peu plus tard, les vols domestiques. Air Inter est créé, moi je l'ai beaucoup pratiqué. On a dit c'est la fin du train, à nouveau, désespère, parce que sur les distances moyennes et longues distances, le train n'a plus raison d'être. Vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui avec le TGV, par exemple, qui reprend des marchés. Donc je pense que vous avez toutes les chances, mais que vous allez avoir du travail. Il va falloir certainement vous transformer et travailler autrement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Madame, qui est un peu devant vous, et puis ensuite les deux intervenants pour finir au premier rang, dont le dernier mot à Pierre-Henri Tavoyot. Oui, bonsoir. Je voulais dire que moi, je regarde sur Internet, effectivement, les infos ou autres, mais pas par tous les sites, enfin, entre autres, pas par forcément tous les sites dont vous parlez. Je fais surtout, je trouve qu'il y a un distinguo entre les hebdos et les quotidiens. Parce que les quotidiens, de toute façon, en principe, vous lisez AFP, hormis une catastrophe extraordinaire ou un phénomène extraordinaire, la veille, vous avez absolument, le soir, tard, vous avez absolument sur AFP pratiquement toutes les infos qu'on retrouvera dans les quotidiens. Et je pense que les journaux comme les hebdos où il y a des textes, des choses approfondies, entre autres, alors avec Madame Elisabeth Lévy, là, en ce qui concerne le côté littéraire et autres, oui, tout ça, ça a un intérêt. Sinon, si c'est pour voir les choses très rapidement, puisqu'on est dans un monde qui est rapide, eh bien, de toute façon, les quotidiens, ils ont intérêt à faire un petit peu différemment les choses. Sinon, ça reste province et rubrique nécrologique, chat écrasé ou... Enfin, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça, quoi. Et ensuite, je trouve que la qualité des journalistes, dans les jeunes générations, ils ont intérêt, je vais insister aussi sur le côté culture générale, et en plus maîtrise de la langue, parce que nous sommes en France, et la plupart du temps, il y a énormément de coquilles et de fautes et autres dans les journaux, et c'est pas normal.
Je vais demander aux représentants des quotidiens de dire un mot par rapport à cela. C'est vrai que le défi est principalement pour vous, parce que sur l'instantanéité, tout le monde maintenant peut être informé très très vite. Alors comment résister à cela? Moi j'ai bien aimé le mot province dont je fais partie, et on fait tous partie de ça. Moi je pense que le Nice Matin par exemple, le groupe Nice Matin a remonté ses ventes depuis à peu près 6 mois à 8 mois, de manière importante, alors que beaucoup de quotidiens régionaux sont en baisse ou stagnent, simplement parce qu'il a augmenté sa proximité, son information de proximité. C'est important aussi, c'est très important. Digne. Là, on n'est plus dans le net, on est simplement dans la manière de revoir notre façon d'informer, de fonctionner. Vous me direz, c'était la moindre des choses, puisqu'on était là pour ça, de faire la proximité. Disons qu'on l'a fait de manière plus approfondie, plus régulière. Ça n'empêche pas que, de temps en temps, on peut avoir des articles de réflexion et de fond, parallèlement qu'on soit dans l'information nationale ou l'information régionale ou locale. Merci beaucoup Bertrand. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que le choc économique est d'abord pris par les quotidiens, mais ils ont ces réponses-là. Sur la proximité, les hebdos, Le Point comme l'Express, nous avons des suppléments dans les grandes villes. Avec une meilleure tenue d'ailleurs de la presse quotidienne régionale, si on peut dire, par rapport à la presse quotidienne nationale, qu'on aime beaucoup, mais qui souffre davantage. On vous avait bien compris, madame, rassurez-vous. Bertrand. Oui, la temporalité des deux médias, même si c'est la même rédaction ou ce sont des rédactions voisines, n'est pas du tout la même. Un site internet, c'est around the clock, c'est-à-dire 24 heures sur 24, et c'est l'immédiateté, on est dans un temps radio. Après ça, le papier a toute sa place pour prendre du recul et arriver au moment où il doit arriver entre vos mains un peu plus tard, évidemment. Ça nous ramène d'ailleurs à l'édition permanente des quotidiens avant. C'était en imprimerie permanente et c'était dernière édition. Il n'y avait pas le web et peu la radio à l'époque. Un mot sur la langue française, Elisabeth. Quand je faisais l'enquête pour le livre avec Philippe, je suis allée voir les gens de nouvelobs.com. Alors j'étais très frappée parce que pour recruter leurs journalistes, ils leur font passer des tests de culture générale, mais d'un niveau assez sommaire, franchement, et des tests d'orthographe. Parce qu'il n'y a pas de réviseur et secrétaire de rédaction, on n'a pas le temps. Non, mais ça m'a paru tout à fait symptomatique. Je ne dis pas qu'ils ont tort, au contraire, parce que moi je suis consternée très souvent par la langue qui est parlée, par exemple, sur nos ondes. On entend des fautes de français absolument tout le temps, vraiment, sur les prépositions, ah ouais, ils sont hostiles. Non, ne donne pas d'exemple, on le sait. Non, mais on entend des choses absolument effrayantes tout le temps, et c'est de plus en plus difficile. Moi, m'arrive de relire quand même les articles des autres aussi, et franchement, c'est atterrant. Et ça, je pense que vraiment, on devrait au moins se battre là-dessus. C'est scandaleux que les journalistes ne sachent pas écrire. Bertrand. Y compris sur Internet, vraiment. On peut prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, même s'il est juste d'insister là-dessus. On fait tous l'expérience, malgré tout, que Internet a démultiplié notre horizon de citoyens, de professionnels dans chacune de nos professions, d'intellectuels, de communication. Et donc, reportons-nous 10 ou 15 ans en arrière, où nous n'avions pas cette connexion ADSL que presque tout le monde dans cette salle probablement a chez lui. On était dans un monde beaucoup plus pauvre. Voilà la conclusion. Non, je pense que Bertrand a raison quand même. Sur la dégradation de la langue, c'est vrai qu'il faut veiller à parler, surtout écrire le meilleur français possible, mais je pense qu'il faut être aussi attentif à la vitalité d'une langue. Et moi, je trouve intéressant et passionnant que les jeunes développent une écriture SMS texto, pourvu qu'ils ne l'utilisent que dans les SMS et les textos et pas dans les rédactions. C'est formidable. Et si, je suis désolé, mais je pense que la vitalité de la langue est importante, pourvu que la qualité de la langue, là où elle doit être préservée, soit préservée. Je pense qu'il y a la langue texto, c'est génial, et ça augure vraiment de générations qui vont savoir manier la langue française. Mais laisse la langue texto dans les textos et profite de ce goût pour l'écrit retrouvé pour leur apprendre le vrai français. Il y a toute une période de notre époque où il n'y aura aucune correspondance. Entre la fin de la plume et le début du mail, plus personne n'a écrit de courrier. C'était que du téléphone. Maintenant, grâce au mail, l'écrit revient. Non, mais moi je suis frappée par le fait que dans les mails, les gens s'adressent à vous n'importe comment. Ils disent ni bonjour, ni au revoir, mais je veux dire, y compris... Non mais attends, moi je suis sidérée par les mails que je reçois avec un espèce de relâchement, mais y compris dans les échanges qu'on a avec les rédactions. Je vais t'envoyer des mails en alexandrin. Eh ben David, oui, fais-le. Moi, je crois que c'est assez mal parti quand même. On sent bien que la culture informatique et la culture Internet,
est en train d'irriguer les médias traditionnels. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la presse papier. De plus en plus, le design des pages, l'editing, ressemble à un ordinateur. Dès qu'on peut mettre une souris, dès qu'on peut mettre une écriture Internet, on essaye de faire en sorte que le papier ressemble à un écran d'ordinateur. Le deuxième exemple, il est amusant. Pendant la campagne électorale, Ségolène Royal avait fait une gaffe au Canada et cette gaffe avait été filmée par la télévision canadienne. Enfin, elle avait dit un truc au Canada, je ne sais plus quoi, et ça avait été filmé par la télévision. Attends. Ça avait été filmé par la télévision canadienne, et le soir même, TF1 et France 2 avaient repris ces propos, et France 2 avait repris les images de la télé canadienne, et TF1 avait filmé un écran d'ordinateur, avait balancé à l'image dans le journal l'écran d'ordinateur avec Ségolène Royal dedans, exactement les mêmes images, sauf que France 2 avait dit que c'était les images de la télé canadienne et TF1 avait dit que c'était l'image qui circulait sur Internet. Et je pense qu'on ne va pas dans un sens de l'amélioration, en tout cas si on va chercher sur Internet le pire, à savoir le style orthographique, la rapidité, éventuellement l'habillage, et si en plus on substitue à de vraies images de télévision de vraies fausses images d'Internet. Sans compter les bruits de chambre à coucher. Alors, une dernière question, intervention au premier rang, et puis Pierre-Henri conclura. Jean-François Mattei, je voudrais m'appuyer sur deux remarques de Bertrand Legendre et de Laurent Delmas tout à l'heure pour rappeler l'incompatibilité radicale des deux modes d'information que nous traitons en ce moment, en m'appuyant sur vos propres propos, c'est-à-dire sur l'information, disons, traditionnelle du journalisme et l'information de type Internet, étant bien entendu qu'il y a toutes les connexions possibles entre les deux, entre le monde 1, le monde 2, le monde papier, le monde, etc. Je crois qu'il y a une incompatibilité non seulement technique ou technologique, comme on dit, mais il y a une incompatibilité politique. C'est-à-dire que nous avons deux modèles ou deux paradigmes de rencontre entre les gens. Bertrand Legendre faisait justement remarquer tout à l'heure que dans le journalisme traditionnel, il y a une hiérarchie, il y a une sélection. Il a même utilisé le terme de verticalité. Dès que vous êtes dans un schéma vertical, de type cartésien, si vous voulez, en ordonnée, il y a des gens qui donnent des ordres et d'autres qui les appliquent ensuite. C'est-à-dire que vous avez un schéma de type hiérarchique et donc de type inégalitaire. Et fondamentalement, toute éducation, toute culture est de schéma inégalitaire. Vous ne pouvez pas avoir une autre forme de schéma. On développe aujourd'hui, non pas simplement sous la poussée démocratique depuis Tocqueville, mais sous la poussée des informations nouvelles, un système qui était justement appelé tout à l'heure par Bertrand Legendre horizontal, dans lequel, c'est ce qu'on a appelé le journaliste citoyen ou le journaliste amateur, qui essaye d'intervenir à tous les niveaux, c'est-à-dire de monter un petit peu, de transmettre une information. Et Laurent Delmas, très justement tout à l'heure, a rappelé que si effectivement tout le monde monte sur la scène, ce qui n'est pas le cas actuellement, il n'y a plus de spectateurs. Or, ce schéma, c'est le schéma horizontal que, pour la première fois, développe Jean-Jacques Rousseau dans le discours sur la création d'un théâtre à Genève, dans la réponse à Diderot. C'est-à-dire que Rousseau donne déjà les deux modèles d'information possibles. Ou bien vous créez un théâtre et vous créez de l'inégalité, puisque les spectateurs sont dans un rapport d'inégalité par rapport aux acteurs et a fortiori par rapport aux metteurs en scène, par rapport à Maurice Béjart, par rapport à Molière, tout ce que vous voulez. Ou bien vous faites des fêtes, comme dit Rousseau, dans lesquelles vous avez une fusion totale, ce que Sartre appellera plus tard le groupe en fusion. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il n'y a plus de différence entre les acteurs, puisque chacun, exactement comme dans un carnaval ou comme dans une fête populaire, est à la fois acteur et spectateur. Et donc vous avez ce deuxième schéma qui est un schéma à la fois circulaire et horizontal, dans lequel chacun peut se prendre pour un journaliste, chacun peut se prendre pour un acteur, chacun peut se prendre pour un poète, chacun peut se prendre pour un Cézanne. Le temps d'un carnaval. Le temps d'un carnaval. Et la difficulté, c'est d'articuler aujourd'hui, puisqu'il y a un développement fondamental de cette dimension horizontale, que l'on peut qualifier de démocratique si l'on veut, mais c'est quand même un paradigme démocratique, d'où par exemple Madame Royal avec sa démocratie participative, c'était quand même essentiellement son schéma qui avait été repris l'an dernier, rappelez-vous, aux rencontres de Cannes par Jacques Julliard, qui l'avait développé, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage là-dessus, ou bien vous avez le schéma horizontal, ou bien vous avez le schéma vertical. Les deux coïncident dans un point qui s'appelle 0 dans les coordonnées cartésiennes. Mais jamais vous ne pourrez abaisser totalement
l'ordonnée sur l'abscisse. Vous ne pouvez pas la confondre totalement et il me paraît difficile de supposer que tout le monde, s'il peut être citoyen et s'il doit être citoyen au niveau horizontal, peut devenir créateur ou journaliste au niveau vertical. Merci beaucoup, Carnaval au théâtre. C'est une très 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 belle formule. Le mot de la fin au philosophe, le mot de la fin à Pierre-Henri. Oui, en vous écoutant, et c'était tout à fait passionnant et très intéressant, je pense qu'on a tous pris conscience que le métier de journaliste devient très compliqué et très difficile. Il devient difficile, je crois, pour deux raisons. D'abord parce que on a le sentiment que vous devez constamment lutter contre le risque de la propre fascination que vous donnez vous-même, votre propre fascination. Ce qui, effectivement, est compliqué. Un philosophe du XVIIe qui s'appelait Berkeley écrivait être, c'est être perçu ou percevoir. C'était une nouvelle conception du réel. Ce qui était perçu ou ce qu'on percevait existait, le reste n'existait pas. On est passé à une autre ère. On pourrait dire être, c'est ce qui est médiatisé ou c'est médiatisé. D'une certaine façon, le réel, c'est ce qui est médiatisé et tout ce qui n'est pas médiatisé n'est pas réel. C'est un énorme pouvoir, c'est un pouvoir qui est bien au-delà de tout ce que d'un contre-pouvoir, pour parler comme Elisabeth Lévy ou Marcel Gauchet, c'est bien au-delà d'un contre-pouvoir, c'est un pouvoir de définition du réel. Il y a deux types de personnes qui lisent tous les journaux, les journalistes et les hommes politiques. Pour eux, ce qui est dans les journaux existe, le reste n'existe pas. Le commun des mortels que nous sommes, eh bien, on n'est pas dans cette situation. Nous lisons quelques journaux. Et la question de savoir qui a dit telle information le premier, d'une certaine façon, ne nous intéresse pas beaucoup. On a accès à l'information. On est content, effectivement, de lire dans l'Express, dans Le Point, l'entretien de Marcel Gauchet, même si d'autres l'ont fait avant, parce qu'on lit Le Point, ou l'Express, ou le Nouvel Observateur, ou d'autres journaux. Voilà. Donc ça, c'est la première raison de la grande difficulté du métier de journaliste, c'est effectivement cette tentation de la grande fascination et donc d'être sans contrôle. La deuxième difficulté, c'est d'une certaine façon de marcher à contre-emploi. Vous devez constamment marcher à contre-emploi, c'est-à-dire vous devez aujourd'hui lutter contre l'idéologie de la transparence. Vous devez lutter contre cette idée que tout est présent. Vous devez presque défendre le secret, presque défendre l'opacité, faire de la rétention d'informations, vous retenir et non pas vous lâcher. Et la distance. Et donc, du coup, c'est effectivement, ça rend, alors, en même temps, on peut vous le reprocher, c'est ça la grande difficulté. Si vous n'allez pas assez vite, on va vous le reprocher. Et donc, nous, lecteurs, nous sommes à votre égard dans une situation de double contrainte. Si vous n'allez pas assez vite, on vous le reproche. Et si vous allez trop vite, on vous le reproche aussi. Bon courage. Merci infiniment. Merci à vous tous. Merci à David, Elisabeth, Bertrand, Jacques. Je voudrais que cette réunion durera plus longtemps. C'est bien comme subjonctif, ça va, Elisabeth? Non, c'est pas. Et malheureusement, nous sommes obligés de l'interrompre. Bonne soirée, bonne fin des rencontres de Cannes. Merci à François et à toute l'équipe. Merci, au revoir. Merci. Un film. Moi, je vais aller le voir.